Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Votre rendez-vous chaque semaine MMA Chill and Fight, de la baston tout en décontraction. Alors vous le savez, hein, pour faire un beau combat, il faut être deux. Et bien pour une belle émission, c'est toujours la même chose. Sébastien Lolov est à mes côtés. Comment ça va, Seb? Salut mon Lucien, ça va très bien. Et toi, comment vas-tu? Bah écoute, parfait, la dernière avant Noël. Hein. Je pense que les gens se gavent de chocolat. Toi, t'as 50 piges et il a encore les tablettes. 51. T'as 51, ouais, faut le préciser. Quand on arrive à ce stade-là, on compte année après année. Ah oui, j'y mets un point d'honneur. Bon, t'as fait tes cadeaux? Ça y est, tout est fait. J'ai même le tien. Ah, c'est quoi? Mais je peux pas te dire. Bah, c'est un gros cadeau, attends, gros budget. Oui, bah, je me doute, évidemment. Donc t'es pas radin, toi. Hein. Il palpe, hein, Seb, hein, donc il peut faire des beaux cadeaux. J'en ai tellement que j'en donne. Bon, je me suis fait une petite liste, moi. Ah ouais, petite liste de Noël, tiens, pour changer un peu. Ok. Je peux te la dire, je peux la dire à nos téléspectateurs. Allez, c'est parti. Cher Hatch Noël, pour ce jour merveilleux, je voudrais Saladin Parnasse dans mon émission, bon s'il perd on prendra Varela, une ceinture d'une organisation pour frimer à la rédac, alors s'il te plaît ne consulte pas Abdel Noël hein, pour l'écriture de la ceinture, les 3 bouquins de Seb, alors moi je t'expliquais, le jour où je suis devenu champion d'Europe de Pancrace en 99, et enfin, je suis pas un vieux con mais putain c'était mieux avant. Un voyage en Angleterre pour apprendre la langue, alors j'aimerais que tu offres ce cadeau à 2 autres personnes, Manon Firo et Nassourdine Imavov, le pull de Anthony Nantois, les tongs de Daniel Voirin, des paires de chaussettes, car oui, je viens de m'en rendre compte, j'ai pas mis les mêmes ce matin. Une place pour le prochain gala d'influenceurs organisé par Guillaume Pitié, que je filerai à quelqu'un, parce que je m'en fous et que j'aime pas ça. Et puis évidemment l'oreille gauche de Michael Aljarouche, parce que si, elle va tomber un jour. Et voilà, et pour finir, je demanderai aussi les abdos et les bras de notre invité que tu vas nous présenter tout de suite, Seb. Il aurait aimé être un peu plus balèze. Il a 2 manettes de PlayStation gravées et collées dans les mains. S'il vous plaît, monsieur Boris, the modern gladiator, Marga Hatangana. Quelle entrée. Ça va Boris, tu vas bien? Ça va. Ah ouais, enchanté. D'habitude, je demande aux invités de t'asseoir. Tu vas rester, tiens, un petit peu debout. On a un petit truc pour toi. Okay. Je vais tout de suite appeler les premières candidates. Mesdames, faites votre entrée sur le plateau. Je vais vous poser une question très simple. Smash, hors passe? Passe. Passe. Eh ben voilà, désolé Boris. Désolé. Donc Seb, il faut refaire ton intro, je crois. Oh putain, ouais. Monsieur Boris Daddy Chocolat Marga Hatangana. Voilà, là on peut enfin commencer l'émission. Bon Boris, tu peux t'asseoir. Droit de réponse, mais avant ça, on va regarder une petite vidéo pour se remettre dans l'ambiance, puis te découvrir un peu plus, on regarde ça. Salut, OR, 22 ans de Bruxelles. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec Boris Lone Wolf. Et je vous souhaite une bonne nuit tous les deux. Je vous paye l'hôtel ce soir. Un bon souvenir, je suppose, Boris. Smash hors passe. Explique-nous un peu le délire. On est comme ça ici, on sait accueillir nos invités. Alors là, pour m'accueillir, tu l'as fait, tu m'as eu là. Là, j'étais pas prêt. J'étais dans une autre DA. Ah ouais. 2021, hein, c'est ça, t'as participé à l'émission, je crois. Ah, j'ai participé à l'émission, Ouais. clairement. Mais par tout hasard, j'étais là, il fallait des candidats, je l'ai fait. C'est un ami, un proche à moi qui m'a poussé. Parce qu'il faut savoir que moi, de base, je suis tout ce qui est caméra ou réseaux sociaux, je ne suis pas forcément confortable avec ça. Et au départ, je voulais pas. Il m'a dit, ouais, non, ça va te booster, ça va te... Bah, il a réussi à me convaincre. Bah, je l'ai fait, tout simplement. Bon, on remercie quand même Master Dream hein, pour les images. Hein. Je vais envoyer un petit message. On a pu prendre cet extrait qui restera dans l'histoire hein, de Boris. Bon, franchement, au montage, j'ai mis un pass, mais t'as énormément de smash. Hein. Et je tiens à le préciser quand même. Le mec pèse. Alors, puis merci ils se reconnaîtront à ceux qui m'ont balancé ce magnifique dossier. Oh oui. Ah, les enflures. Ils sont très proches de toi. Hein, Ah, très proches. Très proches. Non, je sais déjà c'est qui. Je sais déjà c'est qui, je sais. Ça y est, c'est bon, n'en dites pas plus. Je pense qu'il a la même coupe que toi. Il en est pas Oui, loin. pas très loin. Ah, il en est pas loin.
Bon, de toute façon, nous on a prévu de faire toute l'émission là-dessus, donc te relancer, parler de ce match hors passe en détail. Ça te va, Boris? Moi, ça me va. Ouais. Moi, je suis chaud. Non, je rigole, on va pas faire ça quand même. Attends, on va perdre du monde sinon. Hein. Je vous précise d'ailleurs que vous êtes nombreux sur le chat. Je salue tout le monde sur Twitch. Nono le Bandit 54, Dr Snake 38, Manu Bellivoire. Là, il y a du monde. Hein. Franchement, c'est la première fois qu'on a autant de monde pour un combattant. Ça prouve que y a de la hype autour de toi. Ça fait plaisir. Il y a beaucoup de hype Merci autour beaucoup. de Boris. Ouais. Ouais, beaucoup de hype depuis son arrivée chez les pros. Et déjà, chez les amateurs, il faisait beaucoup parler de lui. Et donc là, forcément, avec l'exposition médiatique du COF, ça explose. Ça fait plaisir. Non seulement l'exposition médiatique, mais il faut aussi le dire, les résultats qu'on a. Ah bah oui, quand même. Bah tiens, on peut tout de suite en parler. Il n'y a pas que l'exposition médiatique parce que. Mais l'exposition médiatique est due à tes résultats. Bien sûr. Voilà, bien sûr. Exactement. 12 combats, 8 en amateur, 4 en pro, 12 victoires, 10 avant la limite. Ça, c'est énorme. Donc, 9 en amateur. Pour ça. 9 en amateur, 9 en amateur. Il y en a un qu'on oublie souvent. Mon tout premier combat où j'ai fait en poids lourd léger. Ouais. Qu'on oublie souvent, mais sinon 9 en amateur au total. C'est 9. Voilà, en tout cas, que des victoires. Donc, Que des victoires. Boris, on comprend pourquoi tu en es là aujourd'hui. On va quand même revenir sur l'actualité avec toi, ce dernier combat. Seb, tu piquais l'événement, le COF 10 à Clermont-Ferrand. Déjà, une question. Clermont-Ferrand, on sait que ça peut laisser des traces. C'est pas la ville la plus belle de France. Comment tu vas, Boris, après cette expérience de Attention, tu parles quand même de mon public à Clermont-Ferrand. Attention, je pourrais t'envoyer un contrat juste après. Ah mince. Non, on parle de la ville. De la ville, mon public fait partie de cette ville. Ah oui, Donc le public est énorme. Je peux être sensible avec mon public. Attention, J'ai habité à un cœur d'un petit chaud derrière ce combattant. C'est chaud. Non, franchement, très bel accueil. Ouais. C'était impressionnant pour moi. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il en est du public. J'ai eu des bons retours, mais très bien accueilli. C'était la première fois, il me semble, que je faisais salle pleine. Et c'était impressionnant. C'était que des bons souvenirs, en fait. Que des bons souvenirs, que ce soit du combat, de l'entrée, avant le combat. Que du bon. Que du bon. Ouais, le combat était énorme. Alors Seb, toi, tu étais aux premières loges. Hein. Là, on a vraiment vu un Boris qui a prouvé qu'il était ultra complet. Debout, au sol, il a réussi à se remobiliser pendant le combat. Du caractère, solide dans la tête. Vraiment, tu as tout montré, Boris, sur ce combat. Boris a cette réputation à juste titre, d'un cogneur, d'un finisseur, impressionnant. Donc il y en a beaucoup qui disaient, ok, là, son adversaire va être plus grand. C'est un mec qui a une très belle boxe anglaise. Et donc forcément, il y avait cette curiosité de dire, ok, comment il va s'en sortir, Boris ? Là, moi j'ai vu le Boris qui est capable de sortir d'une situation périlleuse, puisque tu as été touché. Ouais, dans la deuxième reprise. Deuxième reprise touchée, et c'est là où tu te dis, ok, maintenant on va voir le Boris, comment je réagis ? Avec intelligence, courage, capable d'écouter encore le coin, et puis de finir sur une soumission, alors que tout le monde attendait un KO. Ouais, et là, on voit Boris qui fait une soumission magnifique, qui est très intelligente, c'est pas précipité. Non, très patient. Ouais. Franchement, ce combat, pour moi, c'est celui le plus abouti de Boris, là où on voit le mec est complet. Est-ce que tu partages l'avis de Seb, Boris, le combat le plus accompli pour l'instant de ta carrière, de ta jeune carrière professionnelle ? Totalement. Faut savoir qu'après ce combat, quand on rentre au club, moi, je reprends direct. Je reprends direct le charbon. Je parle avec mon coach, on débriefe un peu le combat comme on a l'habitude de le faire. C'est là, moi, je lui dis, là, je réalise, en fait, je lui dis, gros, c'est mon premier combat. Ouais. Dis-moi ce que tu veux, me parle plus des autres, me parle plus des 12 juste avant. Celui-là, c'était mon premier vrai combat. Et je te remercierai jamais assez, je remercierai jamais assez mon adversaire. J'ai été mis à l'épreuve. Ouais, Alexis, j'ai été mis à l'épreuve et j'ai kiffé. J'ai énormément kiffé, tout en sachant que je dirais pas que les gens m'attendaient sur le tournant, mais moi, je restais énormément sur ma faim. Tu sais, t'as beau finir tes combats dans le premier round et tout, mais moi, je n'en tire aucune expérience. Ouais. Je n'en tire du moins là, pas assez. Challengé parce que voilà, il m'a challengé, il m'a permis de mieux m'exprimer, de mieux connaître la cage, parce que ce que je fais en sparring,
on va dire, ce n'est pas ce que je montre en combat. Et donc j'avais cette envie-là, j'avais vraiment cette envie de faire plus. Et ce combat-là m'a permis de m'exprimer, surtout quand tu sais que ce n'est pas ce qui a été préparé de base. Ouais, c'était quoi? Tu peux nous décrire maintenant que le combat est passé, le game plan, qu'est-ce que Tarek Sendo t'a dit? Comme tout le monde, ils ont l'habitude de voir, je viens, j'éclate, je me mets KO, ça passe pas le premier round, entre parenthèses. Moi, faut savoir, je ne cherche pas forcément ça. Ça arrive, hop, et voilà. Bon, moi, tant mieux. Je suis casanier, je suis un flemmard, j'ai envie de retourner à l'hôtel. Passer le moins de temps possible dans la cage. Dès que c'est fini, premier round, bénéf, parce qu'il faut savoir que moi, j'arrive déjà à l'événement 2 heures avant, je suis dans les vestiaires, je suis là, je dois attendre, on me fait les bandages et tout. Ouais. Donc, quand ça arrive, je suis content. Mais là, ce combat, il est passé, mais je l'ai vécu, je l'ai savouré. Là, c'était moi le joueur de la plaie, je l'ai savouré de fou. Ça fait un peu comme dans le foot, t'as un combat référence. Oui, c'est ça. Le match référence, hein, et ça, c'est le combat référence. Et il y a un détail qu'il faut surtout souligner, enfin un détail qui n'en est pas un. 12 kilos d'écart, 12 ou 13 même. 12-13 kilos d'écart. 12-13 kilos d'écart. 13 kilos d'écart. Donc Boris, c'était plus léger, hein, c'était pas lui le plus lourd. Et là, tu te dis, c'est une énorme performance. Et pour moi, c'est ton combat référence. Il y a 12 et 13 kilos d'écart. Il faut savoir que quand je décide de combattre en polo, parce que c'est une décision, moi je me pèse avec les vêtements, je suis surtout, je m'en fous. Tu vois, je me lève le matin, j'ai déjà pris mon déjeuner. Je me pèse pour au moins atteindre un petit poids, pour faire un semblant à la balance. Il s'est pesé, tu vois. Ça passe. Mais ouais, donc du coup, pour répondre à la question, qu'est-ce qui était préparé? Striker au mieux, l'empêcher de s'exprimer. Ouais. Et voilà, là vraiment on se préparait à l'éclater au premier round. Contrairement à ce qui se fait d'habitude, on se disait ok, là on va aller. Et lui, il m'a promis une guerre et il me l'a offert. Moi, je ne m'étais pas préparé à une guerre. Hein. Ouais. C'est sur le moment même, je me dis ah ok. Après le premier round, je vois lui, il récupère debout, moi je suis assis. Ouais. Lui, il récupère debout. Après le premier round, lui, il récupère debout, moi je suis assis, je le regarde. Et dans ma tête, c'est là, c'est signé, c'est acté. Je me dis, ah ouais, non, lui, il ne va pas tomber en fait. Lui, il ne va jamais tomber. Dans ma tête, c'est ça. Je me dis, ok, j'ai accepté, je dis, je suis prêt. Ouais. Je suis prêt, je repars au charbon, deuxième round. Et quand il te touche dans le deuxième, on va revoir, on les a les images, parce que il te touche quand même assez sévèrement, hein, tu vacilles. À ce moment-là, dans la cage, ça te fait un électrochoc, tu te dis, waouh, ok, ça te remet un peu les idées en place et ça te rebooste pour la suite. Quand il me fait danser. Comme ça ouais. Tu vois, même quand il me fait danser, parler français, il me fait. Je peux te dire que moi, en tout cas, dans la cage, je ne l'ai pas vécu comme ça. Tu l'as vécu comment? Moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Je sais que j'ai pris un flash, t'as vu? Mais je sais que je me suis relevé. Pour moi, je n'avais pas la séquence de Kizomba que je suis en train de faire, là, la leçon de Kizomba que je donne là. J'ai pas cette séquence-là. C'est quand je regarde la vidéo, je me dis, ah ouais, quand même, hein, il m'a touché net. Mais derrière, je mets un crochet gauche, donc ça le touche aussi. Et lui aussi, il est pris de panique. Donc il y a quelque chose qui le touche, mais lui, il me touche juste avant. Et lui, il ne se rend pas compte qu'il m'a sonné. Et d'où il vient coller, parce que je suis acculé à la cage. Donc il vient, il colle. Et dans ma tête, je me dis, oh, Dieu merci. Tu vois, dans ma tête, je me dis, ça va. Ouais. Lui, il vient me coller, ça va, il ne va jamais m'emmener au sol. Il faut y aller. Même si j'ai plus de jus en moi pour m'emmener au sol, bonne chance. J'ai un très très bon équilibre, une très très bonne stabilité. J'ai confiance en mon karaté de ce côté-là. Ouais. Je pense qu'on l'a vu. J'ai pu le ramener au sol. Je pouvais le ramener au sol autant de fois que je voulais. Après avoir fait 3 rounds, j'étais à l'aise. Tu t'es jamais senti vraiment inquiété dans ce combat? Quand on voit les images comme ça, on se dit ouais, il a quand même été sévèrement touché. Non, en fait, j'ai débité beaucoup plus de coups que lui, mais lui c'était bien calculé. Ouais. Lui, c'est sur ça qu'il travaillait. Et donc il me touche. Et moi, je ne me rends pas compte que j'ai vraiment été... j'ai failli être éteint. Ouais. Je n'ai pas été éteint, mais j'ai failli être éteint.
Je me dis, ah ok. C'est quand je regarde les images après le match, je me dis, ah ouais, ok, en fait, j'ai vraiment fait une guerre. Voilà. Sur le moment même, je ne réalise pas. Il faut savoir que quand le combat il se termine, même, je ne me souviens même pas du combat. Ah, ça, c'est dingue. Mais tu nous en parlais en off, et c'est vrai que tu le disais, il y a beaucoup de combattants qui ont ce truc-là de ne pas se souvenir après du combat et de ce qu'ils ont vécu. Alors maintenant, il y a les vidéos et plein de supports pour remémorer les souvenirs. Mais quand tu sors du truc, non, quand tu sors, c'est dingue, hein. Tu les as plus. Notamment, souvent, quand tu te fais toucher et tout, tu te souviens pas. Bon, j'étais touché et on le voit des fois, quelqu'un qui prend un peu, ne serait-ce qu'un knockdown, pas forcément un KO, des fois il se relève, il continue à essayer de d'emmener au sol parce que le cerveau te dit de continuer. Il y a une petite déconnexion qui se fait. Bon, là, c'était pas le cas parce que là, même si tu es touché, voilà, les jambes qui flagellent, mais j'ai été touché, j'ai pris un knockdown, mais. Moi, je sais que j'ai pris un flash. Oui, voilà. Sur le moment même, vraiment, c'est vraiment en mode, je ne m'y attendais pas. Donc, paf, je tombe. Pour moi, je suis tombé, je me suis relevé direct. Pour moi. Oui, mais après, j'ai pas la séquence Kizomba, comme je dis. J'ai pris, je me suis relevé. Puis après, on a continué. C'est là, pendant le combat, pendant qu'il est en train de me foncer dessus, c'est là que je me rends compte que, ah ok, tu as bien été touché. Je me dis, ok, vas-y, tranquille. Et j'ai mon coin, heureusement, j'ai mon coin qui me parle, qui me dit, tranquille, il n'y a rien, tranquille, stabilise, tranquille. Parce que dans ces moments-là, il ne faut pas paniquer. La pire chose qui peut se passer, c'est que tu paniques et tu prennes les mauvaises décisions dans la panique. Donc du coup, mon coin me dit, tranquille, stabilise, tranquille. Et bah, derrière, il me met un genou dans les parties. Bénef. Oui, au moins, voilà. Bénef. Moi, je me dis, bah, vas-y, bénef. Mais je ne prends pas les 5 minutes. Je pense que j'en prends une, même pas 2, je pense. Non, pas 2, même pas. Je prends 1 minute, le temps que ça redescende. Et directement, du coup, après ce flash-là, je lui dis, OK, guerre. Là, par contre, guerre. Je ne le laisse pas respirer. Je m'en fous du cardio. Guerre, mais intelligente. J'envoie au corps à la tête. Je le déborde. Le round, il se termine. On repart sur le 3e round. Il reste du temps, je crois. Il reste au moins un peu plus de 3 minutes. Je fais une guerre dans le deuxième, je le fonce dedans. Justement, juste après ça, je reviens dans ma tête. Je me dis, OK, là, c'est le feu dans ma tête. J'ai pris un flash. Ça va pas. Guerre. C'est quoi? Guerre. Ce combat-là, je vais le prendre. Je m'en fous comment. Je vais t'arracher. Ça, c'est sûr. Et j'envoie. Et c'est là qu'on décide de faire exactement comme en sparring. C'est-à-dire les emmener au sol. On reste plus sur un game plan. Et c'est là où c'était pas préparé. Lui, c'était son game plan à lui que j'ai appliqué sur lui. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que tu l'entends dans tes propos. Hein, tu dis c'est une guerre, je suis dessus, enfin, je suis enflammé. Mais quand on voit le combat, Boris, tu restes hyper serein, hyper appliqué. D'ailleurs, on va voir une petite séquence où donc c'est la fin du combat, hein, quasiment la fin du 3e round. T'es hyper bien positionné. Non, du 3e. Tu es hyper bien positionné parce que tu es collé à la cage. Il y a Tarek Sendo, ton coach, qui est juste là. On va écouter, c'est hyper intéressant. Puis on va décrypter la petite séquence avec toi juste après. Alexis, on va sortir le genou, tu vas passer à l'amont. Ramène les hanches, ramène. Ramène sur le côté, très bien. Prends cette main-là petit à petit, très bien. Passe le dos, passe au-dessus, très bien. Aplatis-le maintenant. En demi, reste là, tire la menotte à fond. Tire-moi cette menotte à fond, tu prends l'étranglement avec la main gauche. Tire-moi cette menotte à fond, reste au-dessus. Son bras gauche, il revient pas en face de toi. Par terre. Prends le dos. Tire cette menotte. Frappe les yeux, vise les yeux là où il est ouvert. Il ne peut plus être là, frère. Tire cette menotte. Il va faire l'effort, mets dessus, le poids dessus. Commence, prends le dos. Reste bien au-dessus, tabasse. Là, je te laisse tomber mon petit. Frappe derrière la tête. Ouais. Il va taper. La rapidité d'exécution pour placer l'étranglement arrière et la patience tout le temps, parce qu'on a Tarek qui reste très serein, qui se dit, voilà. C'est impressionnant la façon dont tu appliques
les consignes. À la lettre. C'est-à-dire qu'on entend, passe la menotte, les yeux, les machins, tac, tac, et après, il y a le tac, tout de suite, l'étranglement, rear naked choke, qui passe très très bien exécuté. Mais, alors c'est vrai qu'être proche en plus, comme ça, de Tarek, qui était collé à la cage, c'est tout bénef. Et ouais, le calme. Tactiquement, c'est une masterclass. Ah oui. Hein, clairement. Il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de... Et d'écouter, d'avoir cette présence d'esprit, parce qu'on dit toujours, est-ce que les consignes du coach, tu les entends quand tu combats? Et il y en a qui ont l'honnêteté de dire, j'entends rien. J'entends rien. Là, si je peux répondre, Vas-y. pour le coup, je peux vous assurer que j'entendais rien. C'est vrai, Je n'entendais rien. Mais je pense que moi, tu l'entends. En fait, je crois que dans l'inconscient, parce que tout ce qu'il dit, c'est ce que je reproduis. Ouais. Mais dans l'inconscient, parce que consciemment, je n'entendais rien, j'étais dans le flou. J'étais dans un flou total. En fait, avec la fatigue, tu sais, le jus, tout, t'es bouché. Là, pour le coup, vraiment, t'es bouché. Tu vas faire... tu passes maintenant en mode pilote automatique. Ouais, moi, je dis ça comme ça. Moi, je suis en robot. T'enregistres et ça, c'est les choses... Ça, et justement, ça, c'est les choses. Ça, c'est l'avantage de l'entraînement, justement. Parce que ça, c'est des choses... Il sait que je vais le faire. C'est automatisé. Il me le dit, il sait que je vais le faire. Parce que c'est des choses qu'on répète, mais littéralement... tous les jours depuis 2 années maintenant. Tous les jours, on est là à répéter les mêmes gestes, les mêmes mouvements, sur les mêmes positions. Je me mets dans cette position. Comment me sortir de là? Comment défendre? Je reviens encore une fois sur le flash que je prends. Je prends un flash, je ne suis pas forcément lucide, mais mon corps, il répond en pilote automatique. Comment défendre une emmenée au sol? Tu vois? Et le temps que je reprenne mes esprits et que je reprenne le contrôle de mon corps, il y a des trucs que je fais automatiquement. Et là, pour le coup, c'est la même chose. Je suis KO, je suis cuit, il n'y a quasiment plus de jus. Mais c'est tellement des gestes que je pratique dans le quotidien que je peux te répéter ça. Déroule, ça sort même tout seul, même dans la fatigue, je peux te répéter ça. Dingue, hein, je peux refaire ça, ainsi de suite, dans le 3e round. Tranquille, normalement, tu as les bras qui sont cuits, donc tu ne vas pas chercher ça. Tu vois tu vas chercher peut-être un grand impound, un truc violent pour que l'arbitre il arrête au plus vite. Là, j'étais vraiment... Là, pour le coup, j'étais à l'aise, mais j'entendais pas mon coin. On a beaucoup de monde dans le chat, hein. beaucoup de monde qui pose des questions. Alors déjà, Manu Bellivoiri qui dit « Boris, on peut parler du bisou sur le crâne, s'il te plaît, après la soumission ?» C'est vrai qu'on voit que juste après l'étranglement arrière, il y a le petit bisou sur le crâne d'Alexis Kitty, comme pour un peu le remercier finalement de t'avoir livré aussi cette guerre, Boris. Ouais, c'est ça. Franchement, oui. Toujours remercier les chauves. Ah oui, c'est vrai. Je le dis tout le temps dans cette émission, tu vois. Elle est bien placée. Et tiens, tu vas m'expliquer un petit truc, parce qu'on me demande là dans le chat, Ismark TV, demandez à Boris s'il applique plus le concept du DDM ou SDM une fois dans la cage. Alors, je sais pas, c'est peut-être... Est-ce que tu peux le dire Vous voulez pas que je réponde? Franchement, on peut tout dire ici, nous. C'est les private jokes. Il a dit quoi? Il a dit quoi déjà? Est-ce que tu appliques plus le concept du DDM ou du SDM une fois dans la cage? Alors, DDM... Vas-y, lâche-toi, Boris. DDM, c'est bon, chez les Bruxellois, ça va être Dindimeh. Ok. Voilà, je ne vais pas traduire. Les Arabes, je vous laisse traduire dans le chat. Dites-nous dans le chat. Voilà. Bah, SDM, c'est le frangin, c'est l'artiste. Ouais, t'es proche de lui, du rappeur SDM, tu le connais, c'est un poteau? C'est un très bon ami, c'est comme la famille. Ok. Direct. Il vient des fois à tes combats? Il est déjà venu? Il n'est pas encore venu à un de mes combats, mais quand il est souvent sur Bruxelles, ça nous arrive de nous voir. Donc voilà, mais il a dit qu'il viendra, donc probablement en 2025. Il sera là. On y travaille. Ouais. Parce qu'il faut aussi synchroniser les agendas, parce que la plupart du temps, quand je combats, il est en show ou en concert ou en voyage. Ben oui, c'est le week-end. Évidemment. Puis Seb, il y a beaucoup de commentaires pour toi aussi. Hein. Salut mon Seb, t'es le meilleur. Yakdar93. On a beaucoup de Seb, t'es le meilleur dans ton domaine. Merci Sébastien pour le coffre de la semaine dernière. Tu donnes une ambiance de folie avant les combats. Tellement déçu pour Delphine. Seb, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Et tu sais que Davy Gallon, qui va combattre au KSW ce week-end, était à ta place la semaine dernière. Et je lui posais une question à propos du speaker. Est-ce que toi, quand c'est Seb qui speak, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça te met en confiance? Voilà. Je suis content. Je suis à l'aise. Sincèrement, je connaissais pas ce confort avant, faut le dire. Mais quand j'arrive dans un événement et je vois que c'est Seb, j'ai automatiquement l'impression d'être à la maison. Je suis à l'aise. Déjà parce que je sais qu'il ne va pas écorcher mon nom. Mbarga. Voilà. Il ne va pas écorcher mon nom. Donc, ça me met automatiquement à l'aise parce que
Moi, je me dis, les autres, ils font exprès. C'est pas possible autrement. Ils font exprès. Ils font exprès de prononcer le M en premier. Ouais. Ils font exprès. Parce que derrière, tu dis pas psychologue. Tu vois, donc je sais que tu sais le prononcer. Pour moi, ça me frustre parce que je sais que tu sais le prononcer. Ouais. Sinon, si tu me dis, tu dis psychologue, je dis OK, bénéfice du doute. Mais comme tu dis pas psychologue, pourquoi je vas me dire Mbarga? C'est pas mon nom. Tu vois? Ouais, non, je comprends. Puis en plus, quand tu arrives dans un combat, ouais, voilà, t'es prêt, tu vois. Je suis à l'aise. Quand je vois que c'est l'oncle Seb, je suis à l'aise. Je suis vraiment à l'aise. Et vraie question, messieurs, parce que je pense que tout le monde se la pose aussi dans le chat et les téléspectateurs qui ont regardé cette émission. Le combat est prévu pour quand? Qu'est-ce qu'on a? Tu sais que cette anecdote, elle est folle parce c'était à Nancy. Hein. C'était à Coff Nancy. Donc moi, je vais m'entraîner et je vois qu'il y a Boris. J'avais fini de m'entraîner et Boris continue un peu à s'entraîner et c'était pas calculé. C'est-à-dire que vas-y, à la décolle, je vais voir Boris, on fait ce truc-là et il y a des gens en commentaire, on m'a envoyé, ils pensaient vraiment que j'allais défier Boris. Et là, tu te dis, mais quel degré de connerie des gens. En plus, Boris, on rigole à la fin. Tu te doutes bien que j'ai 51 ans, il a 24 ans, il fait 93 kilos, j'en fais 70. Les gars, descendez. Mais voilà, et moi j'aime bien parce que ça fait partie de ces gens-là qui sont de vrais guerriers, mais qui ne se prennent pas au sérieux en dehors de la cage. Ils savent qui ils sont et j'aime les gens vrais. Il y a certains combattants dont je tairai le nom, c'est un boulard comme ça, c'est même plus des têtes, c'est des fitness balls. Et il y en a d'autres, de la trempe. Non, là, bientôt Noël, tu seras pardonné. De la trempe de Boris où tu sais que t'arrives, voilà, on se salue, tac, on se voit à côté, ça va les gars, ça joue. Et ça, j'aime bien. Ça, c'est les vrais, voilà, ça fait partie de ces mecs-là. C'est pour ça que je les suis, j'aime beaucoup. Et là, quand je l'ai vu en difficulté, ça m'a fait un peu chier. Mais putain, il s'est fait toucher. Et quand tu vois que, oh putain, mec, il passe à la vitesse supérieure, il gagne son combat avec la manière, ah ouais, tu vois, c'est là justement, parce que juste avant le combat, je le prenais vraiment trop à l'aise, rentrer, sortir. Non, directement, je suis touché, je me dis, ok, degré de folie maximum, tu vois. Et on pousse la machine réellement. Ouais, électrochoc un peu. Le prochain cap directement et j'allume. Et directement, tu vois que lui, de son côté, son attitude, elle change complètement. Je dis, ok, là, c'est vraiment, c'est la fin. Ouais, moi, parce que la première fois que je t'expliquais, c'était à l'atomique, non? Ah, enfin, atomique. Quand même. Attends, non, j'ai pas fait d'atomique. Alors moi, je t'expliquais quoi? Non, j'ai pas fait d'atomique, je me souviens plus. L'européen? Non, j'ai pas fait l'européen beatdown. C'était où alors le premier? Ça fait 3 fois déjà, voire 100% fight, non? T'as combattu le 100% fight? Ah oui, c'était le 100% fight. Ouais, 100%. C'était le 100% fight. 100%. Où je me fais casser le nez. Oh, je me souviens pas. Oh, si, ah ouais. Lui, il s'en souvient, ouais. Parce qu'on me l'a replacé, Tarek me l'a replacé le lendemain à la salle. À la dure. Il m'a regardé, il me fait, oh, mais ton nez, il est de travers. Attends. Après, je lui dis, ouais, non, j'arrive pas à respirer. Il me fait, ah ouais, je crois, il te l'a déplacé. Attends un peu. Il me replace, je lui dis, ok, bien. Bah tiens, tu me fais une transition, tu parles de Tarek, on l'a vu aussi pendant ce dernier combat à Clermont-Ferrand, de donner des consignes très précises. Parle-nous un peu de ta relation avec lui, Tarek Sendo, dans l'entraînement, mais aussi en dehors, je suppose que c'est très fusionnel. C'est le bon chauve, hein. C'est le bon vieux. C'est le bon vieux. Tarek, c'est plus que, pour moi en tout cas, c'est plus qu'un coach. Ouais. C'est plus qu'un coach. On a une relation en dehors de la cage très fraternelle, même si des fois, lui, il n'arrive pas à déconnecter de la cage, parce que lui, c'est tout le temps. Et des fois, il ne comprend pas qu'on a juste besoin de vacances, frère. Ouais. Juste besoin de parler de toi et moi, pas de la cage. Juste toi et moi. Je sais que oui, notre relation première, c'est la gestion de carrière, la cage, les fights, tu te soucies de nous, si on est blessé ou pas. Mais laisse ça. Comment tu vas, comment je vais, c'est aussi ça, Tarek et moi et beaucoup de ses élèves. C'est une des meilleures personnes que j'ai pu avoir dans ma vie. Et c'est la personne que je côtoie tous les jours. Ah ouais, que tu vois le plus, limite. Non, pas limite. C'est la personne que je vois le plus. Ouais, c'est ça. De ces 3 dernières années, c'est la personne que je vois littéralement tous les jours. Tous les jours. C'est la personne avec qui je parle tous les jours. Ça veut dire je pourrais ne pas parler, j'exagère sans exagérer parce que c'est souvent le cas, je pourrais ne pas parler à ma mère que je parle avec Tarek. C'est la personne que je vois littéralement tous les jours. Et c'est la personne aussi qui m'aide énormément dans ma vie personnelle aussi.
et a surmonté énormément d'épreuves parce que c'est bien l'aspect fighter, mais nous, nos vies ne s'arrêtent pas là. Bien sûr. Dès qu'on sort de la cage, il y a quelque chose qui continue derrière. Et il faut forcément surmonter tout ça. C'est pas tout le temps évident. Et lui, maintenant, justement, c'est là la relation de grand frère, petit frère se met en place, où il vient intervenir si c'est nécessaire. Il fait jouer son expérience de vie, en fait. Il fait jouer clairement son expérience de vie. C'est important, la relation entraîneur-combattant. C'est hyper important. C'est ça, même au-delà de ça, je pense que pour que ça fonctionne, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, messieurs, mais je pense que c'est presque obligatoire de dépasser cette relation entraîneur-entraîné. Tu vois, on a des exemples. Nicolas Haute, Delphine Benouèche, ça dépasse cette relation. Gaëtan Hurtel, à la Haute School, avec tous ses combattants, c'est la famille. Hatch, avec Salah, et tous les autres. C'est pareil. Daniel, avec ses combattants, pareil. Benoît Saint-Denis, maintenant c'est un peu compliqué, évidemment. Mais en tout cas, avec tous les autres. Et avec Benoît, ça l'a aussi été. Ça a dépassé juste ce cadre de l'entraîneur-entraîné. Donc je pense que pour que ça fonctionne, c'est presque obligatoire d'avoir une relation fusionnelle. Tu connais en fait, j'ai l'impression que tu connais ton combattant plus que sa propre femme. Oui. Parce que tu es tout le temps avec lui, tu te confies. Tu dis des choses que tu ne dirais pas forcément à tes parents ou à ta copine. Parce que voilà, tu as une relation tellement fusionnelle. Tu te vois, tu transpires, tu pues, tu prends des coups dans la tronche. Donc, la vie de ton boxeur, tu la connais de A à Z. Il va se confier. Parce que tu vas savoir, tu vas détecter quand il n'est pas bien. Bien sûr. Aujourd'hui, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux en parler? Peut-être une fois, non, j'ai pas envie d'en parler. Et après, il va se livrer. Parce qu'il est en train de se livrer à toi dans une cage ou n'importe quoi. Donc, humainement, il va se livrer. Et c'est là que tu construis une relation fusionnelle avec l'entraîneur. Et ça peut avoir aussi, toute relation fusionnelle, des fois, peut être destructrice. Voilà, peut avoir un effet. Mais il faut savoir trouver l'équilibre. Exactement. Et c'est un fil à couper le beurre. C'est-à-dire que l'équilibre, il est très dur à trouver. Mais une fois que tu l'as, je pense que, et Tarek, je pense qu'il l'a avec toi. Je ne connais pas votre relation fusionnelle, mais moi, il m'a parlé de toi. C'est vrai que même quand il en parle, tu sens que. Tu vois, moi, je l'ai eu avant, Tarek. On s'est échangé plein de messages. Grâce à lui, on a pu dire pas mal de conneries dans cette émission. Donc, merci, Tarek. Tu sens que. Voilà, il s'adresse pas, c'est pas un combattant. Non. Là, je parle de Boris, les gars. Donc, on met. Tu vois, franchement, justement, faut savoir qu'au début, c'était pas ça. Au tout début de votre relation. C'est une personne très franche, qui prend pas de pincettes avec personne. Ouais. Donc lui, il vient s'il a quelque chose à te dire. Et il faut savoir dealer avec, en fait, ou juste se barrer. Tu as le choix, tu restes près de lui ou tu te barres, mais s'il a quelque chose à dire, il va te le dire de la manière dont il le pense. Puis voilà. Mais ça reste une très bonne personne. Et moi, directement, j'ai capté ça. Je me suis dit, c'est ici, en fait. C'est ici que je trouverai ce qu'il me faut. Parce qu'avant ça, j'ai côtoyé plusieurs personnes. Ça n'en reste pas moins des bonnes personnes, pardon. Mais lui, c'est où j'ai trouvé vraiment le meilleur équilibre MMA et relations humaines. Ouais. Parce que moi, je chéris ça. J'ai du moins ce besoin de te faire confiance. Parce que moi, de l'autre côté, je joue avec ma vie en rentrant dans la cage. Bien sûr. Toi, tu joues aussi avec ma vie en acceptant certains contrats ou bien en m'entraînant. Okay, si tu n'es pas assez renseigné, par exemple, et tu viens m'apprendre des trucs pas adéquats à ma morphologie, moi, tu joues avec ma vie derrière. Et c'est là où je vois la différence avec toutes les personnes que j'ai pu côtoyer avant, parce que Tarek, il prend réellement le temps de nous connaître, même réellement de A à Z, comme il a dit. Il te connaît mieux que ta femme, mieux que ta mère, mieux que quiconque. C'est nécessaire, en fait. C'est nécessaire. Avant même que tu aies besoin de demander quelque chose, il le sait déjà. Il le sait déjà, il va le mettre en place. T'inquiète même pas. Des fois, tu arrives avec des sujets, tu dis « Ouais, non. » T'inquiète, c'est déjà prévu. C'est déjà prévu, c'est déjà mis en place. T'inquiète, tu as juste à te retourner, c'est là. T'inquiète pas. Il est franc, il dit les choses. Alors, j'ai un doute, moi, sur Tarek, sur est-ce qu'il vraiment, il a dit la vérité sur tes pompes. Tarek, si tu regardes ces émissions, tu lui as dit quelque chose sur tes pompes. J'avais pas vu. Explique tout, là, Boris.
Par contre, ça c'est le seul sujet sur lequel je ne m'aventure pas avec Tarek. Niveau style vestimentaire. Ouais. Je lui laisse décider sur tout. Réellement, hein, je lui fais confiance sur tout. Surtout, je le laisse décider sur tout. Mais mon style vestimentaire, je n'en discute avec personne. Et encore moins avec Tarek. Et comme tu es chauve comme lui, jamais je discuterai style avec toi. Non, mais je suis avec Seb, à la rigueur, il est chauve, tu peux discuter de style avec lui. Pas non, moi je l'ai déjà dit, j'aime trop. J'aime trop. Il le sait, je l'ai déjà dit, j'aime trop. Il est tout le temps frais quand je le vois, il est tout le temps frais. Tu peux me demander dans le chat, ils vont te dire mes chaussures sont BG. Ouais, alors justement, en parlant de chaussures, on a dit attention Seb, les chevilles ne passeront plus dans les baskets. Ah mais ça fait longtemps qu'elles passent plus, moi. Oh là là, faut assumer, moi. C'est pour ça que je mets que des low. Bah oui. Je mets pas les high. Ah mais ça, par contre, c'est dommage ça. Non, je mets des mid. Non, c'est dommage. Il y a quand même une petite non, il n'y a pas de mid, il n'y a pas de low, c'est dommage. On met que des high. Les low, les mid, elles n'ont pas de valeur, elles n'ont rien, aucune histoire. On parle de Jordan 1, hein. Bien sûr. On précise bien. Oui. Ça, je rebondis juste sur Tarek parce que j'ai regardé quelques interviews de lui où il dit que tu es un artiste incompris. Tu peux m'expliquer ce que ça veut dire, ça, dans le MMA, d'être un artiste incompris? Ah bah tu m'apprends quelque chose, je n'étais pas au courant. Il le dit souvent, en fait, il explique, Tarek, que des fois, il te dit des choses, par exemple, il te donne un peu un game plan à suivre pendant un combat, et tu vas faire d'autres choses, mais limite encore mieux que ce que lui pensait, tu vois. Bah, voilà, par exemple, dans la dernière séquence, la séquence de finition, tout le monde l'entend bien. Moi, je suis le seul qui ne l'entend pas, pour le coup. Il me dit, tu vas l'étrangler avec la main gauche, avec le bras gauche, le bras gauche. Tu vois? Mais quand j'ai regardé la séquence, je me dis, mais comment il voulait que je l'étrangle avec le bras gauche? J'ai regardé la séquence, je dis, ça aurait pas été, j'aurais fait ce qu'il m'aurait dit, j'aurais pas été à l'aise, je l'aurais pas terminé. Et du coup, je finis avec mon bras droit, où je l'ai mieux senti, où je suis plus à l'aise. Et je savais. Là, dans cette séquence-là, il me dit, ouais, tu vas le terminer avec le bras gauche. Tu vois? Quand je regarde la vidéo, j'entends, il me dit, mais après je regarde, je dis, mais comment tu voulais que je le termine avec le bras gauche? J'aurais pas pu. Me connaissant moi, j'aurais pas pu le terminer avec le bras gauche. Mais c'est bien aussi, justement, je pense que c'est ça qui fait les grands combattants, c'est d'avoir aussi, alors écouter bien sûr, appliquer les consignes de son coach, mais aussi avoir une certaine liberté dans la cage, tu vois, avoir... le feeling, le ressenti, voilà, tu vois. Oui, t'es pas... Créativité, tu vois. C'est ça, puisque c'est ce que tu ressens sur le moment. Puisque d'un point de vue extérieur, on regarde, non, fais ci, fais ça. Mais le combattant, des fois, ben non, si je le sens pas, tu vas pas te mettre en danger. Tu as ton feeling perso. Mais, et puis ça fait partie de la Parce qu'il faut savoir, des fois, on s'amuse à refaire les positions, même après les combats, dans la chambre d'hôtel et tout. Et chose qu'on a faite, je lui dis, on a essayé, je lui ai dit, non, j'aurais pas pu. Si j'avais fait... avec le bras gauche, j'aurais pas terminé le combat. J'aurais même perdu la position, pour te dire, je serais tombé. Ah oui, c'est bien ça. Tu refais le truc, tu dis, bah, regarde, attends. Mais c'est vachement bien parce que tu dis, allez, mais regarde, si t'étais pas... Exactement, c'est pour ça que je dis, franchement, on a un très bon équilibre. On a un très bon équilibre entre nous dans l'équipe, que ce soit avec Tarek, avec Megui, avec Nessim, on a un très très bon équilibre. Et... quand il faut vérifier chaque détail, par exemple, Patrick, il n'hésite pas à me corriger pour avoir une meilleure position. Tarek, il faut savoir qu'il a la position de coach. Il a été combattant, bien sûr, mais il a maintenant la position de coach. Lui, ça fait un moment qu'il ne pratique pas. Donc, il n'est pas forcément dans la même réalité que nous. Il est avec nous, il est dans le jeu, ok, mais nous, on a une réalité un peu plus avancée. Parce que du coup, c'est nous qui pratiquons. Et chacun a une morphologie différente, une symbiose avec son corps qui est différente. Donc pour le coup, quand on reprend les positions et on essaye, il me dit, ouais, non, selon la logique, oui, toi en tant que coach, selon la logique, c'est ça. Mais moi, je t'avoue que quand je fais ça c'est... Tu vois, c'est comme tout le monde et tout. Ok, je comprends, tout le monde le fait comme ça, mais moi, je t'avoue, je ne suis pas à l'aise sur telle position. Est-ce que je peux plus le faire comme ça? Il me dit, bah, est-ce que tu es à l'aise comme ça? Ouais, ok, il demande au partenaire. Essaye de bouger. Et lui-même, il rentre dans la position, il dit, ah ok, tu as une bonne prise là. Je fais, ouais, je suis vraiment plus à l'aise comme ça. Je me sens. En fait, je sais que dans cette position-là, je te tue. Je sais, à coup sûr. De toute façon, je pense que c'est la clé. C'est la discussion. En fait, avant de dire à ton combattant d'appliquer, écoute-le et ensuite adapte-toi, tu vois. Et je pense que Tarek le fait à la perfection. Et à la perfection, exactement. Remettre en question. Pour un coach, ça va pas être simple aussi. Non, bien sûr. Applique mes consignes, mais capable d'écouter son gars qui te dit, ben non, mais je préfère comme ça. Et il lui laisse la liberté de le faire. Ok, si tu le sens comme ça, fais-le comme ça. Où il fait toute la différence, selon moi.
il prend la peine vraiment de se remettre en question vis-à-vis, lui, des techniques qu'il connaît, et il prend la peine de venir nous apprendre. Parce qu'au final, moi, je me dis, pour moi, qui je suis pour remettre sa connaissance en doute? Je lui fais confiance. Mais des fois, je ne le remets même pas en question. Je lui dis juste, vis-à-vis de, ouais, non, vis-à-vis peut-être au détail près, hein. Ouais, non, là, je suis dans cette position-là. Je ne suis pas totalement à l'aise. Il y a le petit orteil ou le gros orteil qui n'est pas bien placé. Sur moi, je ne préfère pas. C'est vraiment mon ressenti. Il dit, OK, tu te sentirais mieux autrement? Je fais, ouais, OK, on adapte. Et là, il adapte. Et le lendemain, il revient encore avec quelque chose selon ton jeu, mais en mieux. Ouais. Et c'est fort de pouvoir faire ça. Je pense que justement, tu as des coachs, je ne citerai pas de nom, parce que j'en ai pas forcément en tête en plus, hein, mais qui n'arrivent pas. Tu vois, à avoir ce truc de, je me remets en question, j'écoute vraiment ce que me disent les combattants, les combattantes, et j'adapte. C'est pas facile à faire. Hein. Non, ça doit être dur parce qu'on a tous un ego et des fois peut-être que t'aimes pas être remis en cause. Oh, c'est moi le coach. Je te dis de faire ça parce que c'est comme ça, parce que c'est. Non, je pense que c'est pas simple. Là, tu utilises un bon terme, mais il faut savoir que ça, c'est un truc, par contre, dès le départ, Tarek, il tue ton ego. Ouais, c'est important de le rappeler, ça. Dès que tu arrives dans son club, il tue ton ego. Tu as un exemple, tu as une anecdote à nous donner, par exemple, avec toi qui arrive dans une salle, tu as un gabarit quand même assez impressionnant, tu avais peut-être aussi un peu d'ego, hein, tous les combattants ont de l'ego. Oui, totalement, j'arrive. Ouais. Faut savoir que, du coup, je commence les MMA un peu avant le Covid, puis il y a le Covid. Tu viens du foot, toi, hein, c'est ça avant. Voilà, exactement, mais j'avais déjà arrêté le foot bien avant, je faisais juste plus rien. Les croisés, je suppose Même pas les croisés, la vie d'adulte. Okay. La vie d'adulte, la vie en Europe. Ouais. Les Africains comprendront. Donc du coup, là tu me comprends. Ouais, c'est pas les croisés du tout, c'est le rythme. Oui. La vie d'adulte. La vie d'adulte à l'âge de 16 piges. Et du coup, je commence un peu avant le Covid. Il y a le Covid, tout ferme, il n'y avait plus rien. Moi, j'avais un petit rythme où je m'étais trouvé. Je faisais quoi? Je crois je travaillais à gauche, à droite, et je faisais surtout dans les boîtes de nuit. Je travaillais portier parce que j'étais comme un costaud pour mon âge. Je faisais des boîtes de nuit. Et les frontières fermes, du coup, je me retrouve sans taf, sans rien. Pas de revenus, rien. Okay. J'ai mon grand frère qui habite en Suisse, donc du coup, je me dis, tu sais quoi, je vais aller le rejoindre. Je travaille là-bas, il me dit qu'il y a du boulot. Je rejoins mon grand frère, je commence à travailler, je commence à crimer. C'est galère, mais je prends sur moi. Tu bosses dans quoi à ce moment-là, quand tu es en Suisse? La livraison. Okay. Je travaille dans la livraison DPD, cardio. Tu m'étonnes. Cardio, horrible comme expérience. Du coup, premier salaire, qu'est-ce que je fais? Comme ça, hein. Moi, j'avais besoin de ma dose de sport. Donc, quand j'arrive dans la région où j'habite à Neuchâtel, je cherche un parc où je peux faire des tractions. Il neigeait, je m'en foutais. Je pars, je fais des tractions, je fais des pompes, pompes, j'en avais besoin. Et quand je reprends le boulot, premier salaire, je vais au Décathlon, j'achète un big sac de boxe. Mais je ne savais pas boxer du tout. Ouais. Oublie, c'était horrible. Juste pour te défouler. Quoi. Juste pour me défouler. Et je prends sur moi, du coup, les frontières réouvrent et je reviens en Belgique. Et ça le réouvre aussi tout doucement. Et c'est là ma première rencontre avec Tarek, pour le coup. Et moi, je lui pose la question. Je lui dis, bonjour coach. Ouais, bonjour, il me regarde de haut en bas, il voit un grand Renoir costaud, tatoué. Ouais, bonjour. C'est plus costaud que tu l'es maintenant en termes de gabarit? Franchement, oui, j'étais une armoire. Okay. J'étais une armoire, franchement, oui, parce que je me butais. Déjà encore une armoire. Hein, non, je me butais non, là, c'est le pull. C'est moi qui te le dis, c'est une armoire. Non, c'est le pull, c'est l'impression. Ouais. Mais j'étais vraiment beaucoup plus volumineux que ça. Tu vois, et j'étais dans le groupe des chauves, justement. J'avais pas de cheveux. Ah, mais t'avais pas. Non. Ah, toi aussi, tu viens de ce groupe-là. Ils sont de plus en plus nombreux. Non. Non, mais moi, c'était volontaire. Ah, voilà, oui. Moi, c'était volontaire. Oui. Nous, on l'a pas choisi. Peut-être bien. Non, du coup, je reviens à la salle. Enfin, je rencontre Tarek pour la première fois, je lui pose la question. Et il était avec ses compétiteurs, du coup. Il y avait Salvatore. Sifoula, si je ne me trompe pas, Mugirohara, Patrick, à l'époque, qui lui aussi a fait une énorme transformation physique.
Et je viens, je lui pose la question, avant que le cours commence, je lui pose la question, j'arrive costaud, sûr de moi, moi je me dis je suis fort, il n'y a rien. Je lui pose la question, ça se passe comment les compétitions? Je lui dis ouais coach, poliment, je lui dis ouais ça se passe comment pour faire des compétitions? Il me regarde de haut en bas, il me fait ouais, il faut s'entraîner, il n'y a pas de compétition si on ne s'entraîne pas. Je lui dis ouais non, moi je vais m'entraîner, mais je demande seulement comment on fait pour pouvoir faire une compétition. Ouais. Rien, il fait. Écoute, moi c'est simple, tu t'entraînes et on verra. Sinon pour l'instant, il n'y a pas de compétition. Mais il me répond de manière vraiment hautaine. Non, même pas froide, mais hautaine. Parce qu'il voit justement un Renoir costaud qui pense que ça y est, il est le Mac. Ouais. Tu vois, il arrive. Et moi aussi, je me dis, mais qu'est-ce qu'un petit mec riche comme toi? Comment tu me réponds? Tu vois, dans ma tête, ça chauffe, mais je me dis, ah, vas-y, Belek, c'est le coach quand même. Belek, je m'aventure, il me fait une sauce. Il me dit, mais il répond mal quand même. Je prends sur moi, je m'entraîne, j'ai une discussion avec lui, je lui dis, ben, je sais pas si c'est moi, j'ai l'impression que tu crois pas trop en moi. Parce que même sur les premiers entraînements, il reste froid avec toi. Voilà, justement, exactement. Ouais. Je lui dis, j'ai l'impression que tu crois pas trop en moi. C'est comment, moi, tout ce que je demande, c'est faire de la compétition et tout. Il me répond cash. Il me dit, écoute, Coco, moi, je crois en personne. Je crois que au travail et c'est tout. Maintenant, si ça en vaut la peine, je pourrais te mettre en compétition. Si tu veux absolument faire de la compétition, il y a les autres clubs là-bas et tout. Il y a n'importe qui pourrait te mettre en compétition. Moi, c'est pas mon cas. Je crois au travail et c'est tout. Je dis ok, tu crois au travail, ok, dans ma tête, hein. Je dis ok, ça. Je dis ok. C'est là que je le prends personnellement du coup. En fait, je me mets en défi avec lui, mais lui, il ne sait pas. Je me dis ok, je vais te montrer que si ce n'est que le travail, tu en auras tellement que tu me demanderas même de me reposer. Et lui, à l'époque, il travaillait en tant qu'agent de sécurité dans la région de Bruxelles. Ouais. Et on s'entraînait le soir, on finissait vers 22h. On rentrait à la maison, la salle est ouverte à 7h. Moi, à 8h, j'étais à la salle. À 8h, j'étais à la salle à répéter les mêmes choses que j'ai vues juste la veille. Ouais. À chaque fois, on se croisait. Il me dit, tu vas où? Je lui dis, je vais à la salle. On vient de se quitter il y a quelques heures. Je vais à la salle. J'avais comme ça 2 entraînements, 3 entraînements dans la journée. Le gars, il ne comprenait pas. Il comprenait pas. Et comme ça, 6 mois après, j'étais prêt pour ma première compète. Ah oui, 6 mois après? Ouais, 6 mois après. C'est rapide, hein. C'est très rapide. 6 mois après, il m'a mis dans ma première compète parce que justement, il a vu l'évolution, il a vu... Enfin, je dirais même pas l'évolution, mais il a vu qu'il y avait réellement de la volonté. Ouais. Il y avait de la discipline et bien plus encore. Il fallait juste encadrer cette énergie. Parce qu'à tout moment, bien la canaliser, parce qu'à tout moment, tu laisses ça comme ça, elle va déborder, elle va aller ailleurs. Ouais. Parce que, ok, je vais bien faire ça comme ça pendant un moment, mais si je n'ai pas, moi je suis en tout cas pour moi, si je n'ai pas le bon guide, le bon mentor, ben, je peux facilement dévier. Ouais. Très facile. Il faut un cadre. Ouais, il faut un cadre, exactement, il me faut un cadre. Tu vois, justement, on va parler un peu avec toi aussi, Boris, de ton parcours, parce qu'il y a une phrase qui m'a fait tilter, là, que tu as prononcée tout à l'heure. Tu as dit, à 16 ans, je menais déjà une vie d'adulte. Ouais. À 16 ans, on n'est pas adulte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour ma part, si. Voilà, mais explique-moi un peu, justement, ton parcours, ton enfance, qui est, où tu as dû, je suppose, être adulte plus tôt que prévu, finalement. Oui, j'ai dû être adulte plus tôt que prévu. Pour faire simple, pour ne pas faire mélancolique, on a eu des problèmes de famille. Sortez les violons. On a eu des problèmes de famille, ouais. Ce qui fait que ma mère, elle a dû quitter la Belgique. Et donc, du coup, moi, ma mère a quitté la Belgique et moi, j'étudiais en Belgique, donc je ne pouvais pas forcément la suivre. Et à cet âge-là, tu n'as pas forcément envie de tout lâcher comme ça. Ce n'est pas facile à cet âge-là. Aujourd'hui, tu me demandes de tout lâcher? Oui, bien sûr. Ouais. Je sais, c'est bon. Ça m'a gavé. Ouais. Mais à cet âge-là, tu as l'impression d'être attaché à quelque chose, mais tu ne sais pas quoi, les amis, l'entourage, la culture. Tu as l'impression d'avoir tout construit, justement. Tu n'as rien construit, mais tu as l'impression, parce que tu as un confort. Vas-y, continue. Tu as le confort. Ouais. Tu as le confort et ma mère, elle quitte la Belgique, du coup, et je me retrouve dans un statut de mineur non accompagné. Ok. Et du coup, moi, ma sœur me récupère. Et il faut savoir que ma mère m'a toujours encouragé dans tout ce qui est aspect, dans tout ce que je pouvais en comprendre, que ce soit dans le foot et tout. Tu veux faire ça? Ok, vas-y mon fils, tu peux le faire, tu peux y arriver. Ma grande sœur,
c'est ma pote, c'est ma complice et tout. Ouais. Mais elle, c'est la mentalité réellement à l'ancienne. C'est études, études, études. Je ne crois pas en autre chose. C'est études, études, tes trucs de sport, tes loisirs. Pour moi, c'est du loisir, c'est du blabla. Ouais. Tu vas faire ça plus tard. Et du coup, je suis parti habiter chez ma sœur. Et ça se passait pas forcément bien. Je suis un jeune adolescent. Et elle. Il y avait un grand écart, un grand écart. Il y large. avait un grand écart d'âge. Ouais, large. Bien joué, c'est large. Bon Vraiment préparateur très large. mental. Pour qu'il y ait des problèmes comme ça, large. Ouais. Ouais. Mais avec le temps, ça s'est justement bien arrangé parce que c'était juste plus des incompréhensions qu'autre chose. Elle voulait mon bien dans un autre cadre et moi je lui disais mon bien se trouve dans un autre registre. Je ne vais pas aller là-bas parce que voilà. Et donc avec tous ces problèmes de famille, scolairement parlant, ça ne se passait pas forcément bien. Ça se passait pas forcément bien. Du coup, moi, je quitte chez ma sœur. Je fais des démarches, je trouve un petit studio, je dois trouver maintenant de l'argent. C'est le détail que j'avais oublié. Je me dis, ah, d'accord, c'est bien, t'as quitté chez ta sœur. Ah ouais, bien sûr. Mais maintenant, personne t'a envoyé, Ouais. faut assumer. Juste avant ça, il y a des périples, j'étais tout le temps dehors, je vagabondais, gauche à droite. Et directement la vie d'adulte. Je trouve un studio. Il faut payer les factures, il faut payer les factures d'électricité, factures d'eau, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais personne ne m'a préparé à ça. Ouais. Personne. Tu te retrouves tout seul face à ça en plus. Voilà, exactement. Ouais. Exactement, parce que de ce côté-là, vu que personne ne m'a envoyé, ma soeur, elle ne veut rien entendre. Moi, à cette période-là, elle ne veut rien entendre. Bon, tu veux faire comme ça? Ok, vas-y, fais. Courage, force à toi, poteau, c'est tranquille. Tu vois? Et moi, je pensais que ma soeur était contre moi à cette époque-là. Tu vois? Je me disais, ouais, non, oh, moi, je peux faire aussi. Ça m'a vite rattrapé. Ça m'a vite rattrapé. Et comme ça, de mes 16 à mes 18, 19 ans, c'était chaud. C'était chaud. Puis après, bon, 18 ans, ça a commencé un peu à stabiliser parce que justement, je travaillais les boîtes de nuit, je faisais les portes. Ouais. J'avais des petits boulots dans la journée à côté, tranquille. On va pas dire lesquels, mais je m'en sortais bien. Hein, je m'en sortais plutôt pas mal. Puis après, j'ai continué comme ça. Puis les 20 piges sont arrivés, le Covid a suivi. Et puis après, toute la suite voilà. que tu nous as raconté. Tu as toujours voulu boxer. Est-ce que c'est ça? Parce que quand on l'avait dit dans beaucoup d'émissions, tu ne deviens pas combattant par C'est hasard. exactement ce que j'allais dire. Mais tu vois, on est connectés. Voilà. Tu ne deviens pas combattant par hasard. Est-ce que c'est ça, ce côté un petit peu, la vie a été dure, la maman qui s'en va, obligée de taffer à partir de 16 ans. Ouais, est-ce que c'est ça qui t'a dit, qui t'a donné envie de combattre? Ou alors c'est quelque chose qui te trottait dans la tête ou c'est arrivé un peu par hasard? Non, franchement non. Franchement, moi, ça m'est même jamais passé à travers l'esprit de devenir combattant. Jamais, ça c'est vrai? Non. Ah, okay. Non, franchement non. Ça m'est tombé dessus par hasard. Ouais. Du coup, je tuais à la salle. J'explique pour la petite histoire, je tuais à la salle. J'avais un petit boulot en bureautique et je partais à la salle, je poussais énormément. Vu qu'avec mon petit passé de footballeur, on va dire, je connaissais un peu, quand je fais quelque chose, je le fais à fond, donc je me renseigne sur tout ce que je fais. Et je me connaissais un peu en préparation physique. Et du coup, moi, j'ai arrêté le foot, la vie d'adulte. Je vais à la salle, parce que j'ai besoin quand même de ma dose de sport, sinon j'ai un trop plein d'énergie. Je vais à la salle, je me bute, je pousse et tout, je deviens un bœuf. Il y a un boxeur qui s'appelle Anouar. On habitait dans le même quartier. Il faisait du K1, la boxe thaï. Lui, on se croisait tout le temps, mais on ne se parlait pas. On se croisait dans le même bus, mais on ne se parlait pas. Tu sais, les relations, les gym bros. Ouais. On se croisait, on ne se parlait pas. On se croisait une fois, deux fois, puis après, ça commence à se hocher la tête. Puis après, un jour, ça se croise dans un autre cadre que la salle. C'est là que ça se check comme si ça se connaissait. Ben, c'est ça qui s'est passé. Et on commence à discuter. Et lui, il faisait de la salle, mais lui il faisait du K1, mais lui, il n'était pas très costaud. Et il voyait que moi, je m'y connaissais physiquement. On échange de snap. Et il me dit, ouais, frérot, je vois que tu t'y connais. C'est un réseau social. Hein. Il dit, je vois que tu t'y connais en préparation physique et tout. Est-ce que tu ne voudrais pas faire ma préparation physique et vas-y, moi, je te montre 2-3 trucs en boxe. Ouais. Moi, ça ne m'avait jamais intéressé. Change de bon procédé. Voilà. Exactement. Je commence à m'entraîner avec lui, je l'entraîne et tout doucement. Et lui,
Il m'entraîne aussi, il me tient les palettes au parc et tout. Et moi, je fais sa préparation cardio, du moins tout ce qui est cardio. Moi, je lui dis, moi, je m'y connais mieux. En cardio, tout ça, si tu as besoin d'avoir un bon souffle, t'inquiète pas, je vais t'aider. Il me tient les palettes au parc. Moi, je fais son parcours de cardio, échange de bons procédés. Il m'initie et un jour, il m'invite dans son club, qui n'était pas loin d'où je bossais, dans la bioérotique. Le Queensberry, le club de Samir Zizou. Enfin, où il donnait, pas son club, mais où il coachait plutôt. Et je partais là-bas quelques fois, mais de manière irrégulière, hein, vraiment rien de sérieux. Vraiment rien de sérieux, je partais là-bas de manière irrégulière. Et c'est là, c'est même là mon premier rapport avec les arts martiaux, pour vous dire. Mon premier rapport avec les arts martiaux, c'est là. Puis après, j'arrête. Et mon ami Amido, justement, quelques mois après, il revient, il me fait découvrir les MMA. Il me fait découvrir les MMA. Je tourne avec un gars qui fait 60 kilos et moi, j'en faisais 85. Et je pensais que j'étais fort. Mais comme j'avais jamais pratiqué de sport de combat, il me fait la misère. Oh, il me fait ça la aussi, ça te casse un peu mon ton ego tu vois, bah oui, t'en prends un coup. Mon ego est descendu. Il me fait la misère, la misère, la misère. Je rentre chez moi, je me remets en question. Je me dis, mais attends, c'est pas possible. C'est quoi ça? Je reviens, je commence à le faire à fond. Et c'est là mon pote, il commence aussi à me montrer quelques petites bases du sol. Ici et là, on tourne. Et depuis, j'ai plus jamais lâché. J'ai plus jamais lâché. Et malgré que le Covid soit arrivé, justement, d'où je vais acheter mon sac de boxe en Suisse, avec mon premier salaire, je me dis, je vais prendre un sac de boxe, même si je ne sais pas boxer, je vais rester actif. Je continue, je reviens quand les frontières ouvrent. Et c'est là, vous connaissez la suite de l'histoire, vous en faites partie. Mais tu vois, alors je vais un peu rejoindre aussi la question de Seb, sans rentrer dans le pathos, parce qu'on ne va pas refaire une émission à la Cyril Diabaté ici, mais tout ce que tu as vécu là, tu as vécu des choses compliquées, voilà, l'âge adulte beaucoup plus tôt que prévu et plein d'autres choses après. Est-ce que cette histoire-là, tu l'emmènes dans la cage avec toi? Ça te nourrit pour décupler un peu ta force, ton énergie dans la cage, ou tu t'en détaches au maximum? Je ne saurais pas te dire, mais je pense plutôt que je m'en détache. Parce que ce moment dans la cage, je pense, c'est un moment de détente. Ah ouais, détente. C'est un moment de détente. Finalement, ouais, c'est logique, je trouve aussi. C'est un moment de détente. C'est un moment d'évasion. C'est vraiment un moment d'évasion. Tu es face au danger, mais tu te dis, face au danger, c'est là que j'ai mon plein potentiel. Tu t'amuses dans la cage? J'avais posé cette question à Davy Gallon la semaine dernière. Est-ce que tu t'amuses dans une cage? Oui. Franchement, oui. C'est kiffant. C'est là où je me détends. C'est comme les gens qui vont au sauna, au hammam. Moi, ah ouais, d'accord. Moi, je préfère aller au sauna et au hammam. C'est la même chose. C'est la même chose. La cage, moi, non, franchement, c'est la même chose. Elle est bonne, hein, et pour répondre à ta question, non, je ne me voyais pas combattant, mais je me voyais cuisinier. Ah ben oui. Cuisinier. On en reparlera peut-être dans cette émission. D'ailleurs, un peu de cuisine. On en parlait. On en reparlera. Maintenant, tu cuisines tes adversaires, donc voilà. En fait, j'ai continué. J'ai continué. Finalement, j'ai continué en fait dans les recettes. Tu vois, je fais des plats un peu plus épicés maintenant. C'est ça, un peu plus épicé. Non, mais c'est la logique de. Après ce que tu as vécu à 16 piges, obligé de te fabriquer seul. Oui. C'est vrai que monter dans une cage, après tu fais, les gars, ce que j'ai vécu, c'est rien. Enfin, ce que je fais dans une cage, c'est rien comparé à ce que j'ai vécu. Franchement, ouais, effectivement. Tu passes par bien des choses et tu combats en fait tellement de démons seul à cet âge-là, parce que pour le coup, personne ne m'a préparé à être un adulte. Mais puis tu l'as pas vraiment choisi finalement. Je l'ai pas, non seulement je l'ai pas choisi, mais personne ne m'a préparé. Et je suis devenu un adulte par expérience, malgré moi. Et Dieu merci, on va dire, j'ai bien fini. J'ai fait les bons choix, mais pas toujours. C'est normal, c'est comme ça que tu construis aussi, mais c'est important de le préciser que tout ce que tu as vécu, c'est pas un choix, ça te tombe un peu dessus et tu dois t'adapter à tout ça. Alors que rentrer dans une cage, c'est toi qui décides de rentrer dans la cage, combattre. C'est un moment de détente pour moi parce que je ne subis pas la cage. Je choisis d'y rentrer tranquille et moi dans ma tête je me dis ça va bien se passer. On a beaucoup de monde dans le chat, vraiment. Je ne vais pas tout lire, mais donc on a Nono le Bandit 54 qui dit c'est vraiment un mec humble, il se la raconte pas, une vie comme certains qui prennent la grosse tête. Ça ne veut rien dire cette phrase, mais on comprend à peu près. On a Rexy qui nous dit la cuisine bien épicée à coups de parpaing. Voilà, c'est ça. Et Manu Bellivoirie qui est très actif sur le chat. On te salue, Manu, qui a l'air de très bien te connaître. Je ne sais pas si tu vois qui c'est ou pas, mais il nous sort plein de petites infos. Pas forcément, mais... Pas forcément. Et qui nous dit, alors lui, il rentre direct dans ton adversaire le plus nul. Il nous demande.
Waouh. Manu, ça va? Tranquille. Alors. Ah, mais il va répondre en plus. Bah, vas-y. Ouais, je veux répondre, mais mon adversaire le plus nul. Enfin, je sais pas si la réponse sera correcte, mais pour moi, il n'y a personne qui est nul. À partir du moment où tu rentres dans une cage, c'est pas forcément que tu es exceptionnel, mais tu as déjà ce cran, ce courage. Donc, on ne peut pas te traiter de nul, en fait. Pour moi, ça passe pas. Que ce soit mon adversaire ou pas, pour moi, ça passe pas. Très bien, c'est ce que Manu, tu as du courage. Toutes mes excuses. Donc, elle me précise qu'elle est une femme. Ah voilà. Désolé, Manu. C'est bien, parce que souvent, ceux qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, qui critiquent les combattants, ouais, il est mauvais, qu'est-ce qu'il fout dans une cage? Mais monte déjà dans une cage. Mais justement. Viens déjà à la salle d'entraînement. Justement, c'est ça. C'est bien ça, c'est ça qui est bien. Ouais. C'est là où je dis. Après la cage, les gars, nous, on a une vie qui continue. Elle ne s'arrête pas à la cage. Ouais. Les gens, ils vont seulement voir le combat. Et pour eux, ça s'arrête là. Ils éteignent la télé, c'est fini. Il n'y a plus... la suite au prochain événement, au prochain coffre, ou au prochain... Ouais. Tu vois, c'est comme ça. Mais ils ne voient pas la préparation on a subie juste avant. Bien sûr. Tu vois, tu vas voir un combat épique, une guerre que je viens de faire à Alex. Mais tu ne vas pas voir la préparation de la guerre. Tu vois, bien sûr, je dis la finition qu'on a faite, ce n'était pas ce qui était préparé, mais c'est des gestes que je répète tous les jours. Le nombre de fois où je répète ça dans une journée, je ne compte même plus. C'est dur. Et ces gens-là ne sont pas capables de subir ça. Bah non, et la nullité dans le sport, moi, enfin même dans la vie de tous les jours, j'ai un problème avec ce terme. Nullité. Alors déjà, tu es athlète de haut niveau, peu importe la discipline, même si tu es moins bon peut-être que certains, à aucun moment on peut dire que tu es nul. Oui. T'es arrivé à ce niveau-là. Pour moi, tu es déjà bien meilleur que le commun des mortels. Mais bien sûr. Donc, bien sûr. Pour moi, ça passe. Tu vois, alors lui, Manu nous dit Salazar, ton adversaire. Mais je pense qu'en fait. Non, mais en fait, je suis pas d'accord, Manu, je suis pas d'accord avec toi. Parce que Salazar, il a fait une guerre récemment. Il a combattu ce week-end contre Tahar. Ils se sont fait une très belle guerre. J'ai regardé le combat. Et puis le high kick que tu lui mets. Bah, il y en a plein des grands champions qui ont pris des high kicks. Bien sûr, mais je pense que les gens ont une vision un peu déformée en regardant juste le combat, en se disant oh bah c'était facile, il a mis un high kick. C'est ça que je dis. Terminé. C'est ça que je dis parce que le Salazar que j'ai vu là, je me suis dit mais le gars, il boxe de ouf. Il boxe de ouf, c'est respectable. Et c'est ce que je disais juste avant. Je ne planifie pas un KO au premier round, mais quand ça arrive, je suis bien content. Oui, parce que je rentre chez moi. J'ai pas forcément envie de faire une guerre, mais quand ça arrive, là par exemple contre Salazar, j'arrive. Premier échange, 2 calf kick, je veux rentrer, il m'envoie une droite. Je crois qu'on a les images là, les gars. Je recule. Le high kick, c'est terrible. Jambe avant en plus. Ouais, voilà, mais je recule, je sens le vent. Regardez ça. J'ai vu le trou, j'ai plongé dedans. Bah oui, là, t'as plongé. J'ai vu le trou, j'ai pas cherché à comprendre. Ah ouais, tu m'étonnes. J'ai plongé dedans, j'ai vu le trou, j'ai plongé dedans. J'ai pas planifié quoi que ce soit. Ah non, mais il est énorme, tiens. Tu vois, je vois le trou, boum. Je plonge dedans direct. J'ai pas cherché à comprendre, c'est pas pour autant qu'il est nul. Parce que justement, le combat qu'il fait face à Tahar, je me dis, ouais, ok, d'accord, en fait, c'est ça que j'allais avoir en face. Le gars, il était prêt. Il faut pas juste se figer sur un seul combat. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que le combat, en plus de ça, il était beau. Voilà. Il était très beau. On a Lil Skov qui dit il cuisine aussi ses apprentis à la salle de la part de Boubacar. Attends que je rentre, toi. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on a une question encore très intéressante dans le chat. Zekoros, après le COF, quelle organisation tu vises, Boris? Après le COF, quelle organisation je vise? Déjà, tu vas finir le travail au COF, tu as encore de belles choses, je suppose, à faire dans cette organisation. Franchement, ça dépendra de... T'as un combat de prévu là au COF J'ai un combat de prévu pour la ceinture des moins de 93. Ouais. Là en janvier, normalement. C'est Nantes, hein, c'est ça? C'est Nantes. C'est Nantes, là, le 23. C'est Nantes, on va aller brûler Nantes. Donc les Nantois ou les... Je sais pas comment on dit, les Nantais. Les Nantais. Ah, les Nantois, on la garde celle-là. Excusez-moi, autant pour moi, les Nantais. Anthony Nantois. Les Nantais, brûler le chat. Parce qu'on arrive fort sur vous, on va brûler la ville. Vous connaissez? Oh, dis pas ça. Très gros. Si, je vais brûler la ville. Je leur dis, ils savent déjà comment ça va se passer. Surtout qu'il y a une grosse ambiance à Nantes. Ouais. Non, il n'y a pas plus grosse ambiance que ce que je vais foutre. Nantes, on arrive sur vous. 24 janvier 24 janvier, c'est ça exactement, pour la ceinture en plus, ma première ceinture professionnelle. J'ai hâte. Maintenant, comment ça va se passer? Je ne sais pas. Pour les prochaines orgas, finissons déjà avec le COF et on verra par la suite. Je dirais plutôt ça comme ça. Oui, mais tu as raison, mais en fait, la question qui me vient quand on parle d'organisation, on a eu beaucoup de combattants et de combattantes sur ce plateau. Tu as des avis un peu différents. On a par exemple un Michael Aljarouche qui, lui, ne vise que l'UFC.
est vraiment en mission pour aller à l'UFC, et d'autres qui s'ouvrent aussi à d'autres organisations, le KSW, le PFL. Toi, tu te ranges un peu dans quel camp, Boris? Moi, je me range dans le clan de la Plata. Tout simplement, de la Plata. Je veux bien faire l'UFC si l'opportunité se présente à moi, bien sûr, je ne refuserai pas. Mais maintenant, l'UFC, c'est le Saint Graal, tu vois. C'est bon, ça, c'est quand tu as fait le tour. Tu dois arriver là-bas, en fait, en chef. Ouais. Tu vois, arriver là-bas, autrement, c'est un peu plus compliqué. Il faut arriver là-bas en chef, en maître. Tu maîtrises ton art de A à Z. Maintenant, tu peux que t'exprimer. Tu ne vas pas là-bas pour apprendre. Tu vas là-bas pour démontrer. Moi, c'est ça. C'est comme ça que je vois la chose. Maintenant, pour l'instant, je n'en suis pas encore même à un dixième de ce que je sais réellement faire. Donc, je n'en parle pas. C'est dans ma tête, mais je n'en parle pas. Je me projette, mais je ne veux pas me projeter non plus trop loin parce que je vais d'abord finir ce que j'ai en face de moi. Et là, pour l'instant, je suis au coffre. Je me concentre sur ça au maximum. 2025, maintenant, il y a des big projets qui arrivent, des belles organisations qui nous ont approchés. Ça va être intéressant, tout simplement. Tu peux nous les citer ou pas, ces organisations qui t'ont déjà approché, qui ont déjà approché un peu ta team, ou ça doit rester confidentiel? En fait, tant qu'il n'y a rien d'officiel, je préfère juste pour en parler, parce qu'après... Il n'y en a pas 36 000 des grosses organisations, de toute façon, déjà, les gens doivent tout s'en douter. simplement, voilà, il n'y en a pas 36 000, donc si les gens réfléchissent, ils s'en doutent bien. Mais tu sais, ça va faire passer pour le gars qui se la raconte, un peu mytho. Mais ton discours, il est bien. Il est très bien, parce que c'est pas souvent qu'on a des discours comme ça. On en a eu beaucoup, Seb, sur notre canapé. Et je dis pas que c'est, tu vois, avoir trop d'assurance ou quoi que ce soit. Mais tu en as beaucoup qui se projettent très haut, peut-être un peu trop vite. Je ne sais pas ce que tu en penses, Seb, mais actuellement, on est dans un truc où tout de suite, tu as presque encore rien fait, rien montré. Comme tu le dis, ta marge de progression, toi, elle est encore énorme, tu as encore beaucoup de choses à démontrer. Il y a encore du temps. Et certains visent déjà des gros objectifs. C'est dans le coin de ma tête. Hein. Bien sûr, mais ça, c'est essentiel. Parce que tout va vite, faut avoir tout de suite. J'ai l'impression que maintenant, on ne construit plus de carrière. Je fais un sport, j'ai 3 victoires, allez, je vise l'UFC. C'est ça. Ouais. Alors, est-ce que c'est... On ne peut pas trop en vouloir aux combattants qui disent ça, parce qu'encore une fois, c'est une société maintenant qui avance tellement vite, on veut tout. On veut juste consommer, mais voilà. C'est ça le problème. Mais là, la boxe, c'est pas du curling, quoi. Non, sans manquer de respect au curling. Ça fait beaucoup de fois que tu dis le curling. Mais c'est un sport qui est dur, et construire une carrière, c'est compliqué. Et puis là, en plus, il y a l'émergence de gros orgas autres que l'UFC. Moi, je cite le KSW parce que je trouve que pour moi, c'est... oui, c'est celle qui commence à concurrencer... ils sont énormes. Ils sont énormes en matière de spectacle, même de roadster, ça commence à devenir très sérieux. Financièrement parlant aussi. Et puis voilà, faut pas, comme tu l'as dit, la Plata, oui. Bah maintenant, t'es combattant. C'est une réalité. L'UFC, vous me donnez 12 000 plus 12. KSW, combien? 30 000. Exactement. Bonjour KSW. Bah oui, si tu peux te couvrir, parce que imagine maintenant, dans le pire des cas, quelque chose t'arrive. Tu gagnes le combat. Ok, tu as gagné le combat. Dans le meilleur des cas, j'ai gagné le combat, comme jusqu'à présent. Mais je me suis froissé le genou. Pendant 1 an, 2 ans, je suis out. Bien sûr. Et je n'ai pas pris une maxi plata sur ce fight. Tu crois que c'est ces gens-là, ils seront avec moi? Ah ben non. Ils sont là, ils vont éteindre la télé, ça y est, c'est fini. Pour eux, je serai aux oubliettes. Donc, plata au maximum, et quand tu arrives à l'UFC, tu arrives en maître. Personne ne discute avec toi. Mais j'aime parce qu'on en parle un peu plus ouvertement de ce côté. C'est moins tabou. Hein. Maintenant, de dire que les combattants vont chercher aussi le pognon. Ah, tu prends des pains dans la tronche, le minimum, c'est d'être correctement payé. Avant, c'était tabou. Non, j'y vais pas pour l'argent. Moi, c'est tabou. Maintenant, c'est vrai que les combattants parlent d'argent librement et les speakers, parce que ça ramasse. Hein, les speakers en parlent aussi. Un speaker en particulier qui ramasse. Hein. Combien c'est sur un speak, tu peux en parler, non? Je vais le mettre dans la sauce. Non, parce que bizarrement, le MMA et par exemple le pied-point n'ont pas les mêmes mannes financières. Oui, c'est plus compliqué dans le pied-point. Donc des fois, il faut s'adapter. C'est comme tout le monde. Moi, je m'adapte. Chacun sa hype, chacun son domaine. Voilà. Exactement. Maintenant, le MMA, actuellement, si je ne me trompe pas, c'est le 3e sport le plus regardé. Oui, j'ai pas les chiffres exacts, mais alors je sais pas, il me semble bien les derniers trucs que j'ai pu guetter, mais en tout cas médiatiquement parlant, ils ont le monopole actuellement. Oui. Donc comparé à d'autres sports de combat,
Ah oui, en sport de combat. Sport de combat, non, je parle sport de combat. On est devant. Tu vois? Ah oui, sans problème. Donc du coup, médiatiquement parlant, on en profite. On en profite très bien même. On essaie de se mettre en avant au maximum. Tu vois, t'en vis toi actuellement là? Tu vis du MMA ou t'as un truc à côté? J'ai un truc à côté, mais je fais que du MMA. Ouais. J'ai un truc à côté, mais je fais que du MMA. Okay. J'en vis pas encore, ouais. Mais on y travaille. Tu fais quoi à côté? Enfin, tu peux en parler. Hein, Pardon? Tu peux en parler? Ce que tu fais à côté, tu fais quoi? Je me débrouille. Ok, d'accord. Je me débrouille bien. Ok. Bah, c'est bien, parce que voilà, il n'y a pas non plus que le MMA. C'est très difficile d'en vivre pour le moment professionnellement parlant. C'est dur parce qu'il n'y a pas de statut en Belgique non plus, je crois, de sportif professionnel. Exactement, ouais, exactement. Là-bas, voilà, une des choses que j'ai faites, c'est avec un ami d'enfance et ouvrir un restaurant en Belgique. C'est génial. Donc ça c'est même si tu es pro, que tu as beaucoup d'argent, tu peux toujours garder. On est bien. On est bien. Le restaurant il tourne hyper bien. Le poteau il gère hyper bien. Pour le coup, si vous passez en Belgique, je vous invite. C'est quoi le nom? Vas-y, fais ta Trap House Food. Trap House Food, place Flaget. Vous êtes les bienvenus, tout le monde. On va venir. Magnifique. Écoute, j'ai envie de te dire, Boris, toi, tu es le bienvenu dans la prochaine séquence. Avec nous, on reste toujours en plateau pour le face-off. C'est parti. Alors, le face-off, très simple. Je suis sûr que toi, tu vas comprendre. Hein. Davy a compris parfaitement la semaine dernière, donc ça devrait aller. On va avoir des petites photos qui vont s'afficher à l'écran, des combattants, des coachs, des personnalités que tu connais. Tu vas t'adresser directement à ces personnes, ok? Seb et moi, on n'est plus là. Tu leur parles. Ok pour toi, Boris? Allez, c'est parti. John Jones. Là, je suis censé parler à John. Tu lui parles. Ouais, vas-y. What's up, Jones? How you doing? I'm a big fan of yours. I love what you do and you motivate me. So I hope one day I'll be like you. Niveau anglais, je peux vous dire que c'est largement au-dessus de Manon Furo et la sourdine Imavov. On peut enchaîner. Who is it? Wayne Rooney? Ah non, voilà. Philippe Etchebest. Ah, le chef. Franchement, chef, merci beaucoup. Quand je pouvais regarder la télé, j'ai énormément mangé de vos émissions. Donc, merci pour les travaux que vous avez faits dans la France entière. Et merci pour ce que vous accomplissez encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous êtes vraiment un grand chef. Je suis admiratif. Gros fan de sport. Et il me semble qu'il boxe. C'est pas judo? Je crois que c'est boxe. C'est boxe, peut-être. Enfin, en tout cas, très gros passionné de sport de combat, Etchebest. Prochaine personne que tu connais très très bien. Mon gars, tu vas bien faire attention à ce que tu manges. Toi et moi, on se comprend. Tu me stresses. Tu me stresses énormément. Et franchement, parmi toutes les photos, ce n'est que où il a la bouche largement ouverte comme ça, vous avez trouvé. Il y a volonté de nuire là, par contre. Ah oui. Il y a volonté de nuire. Patrick Abirora qui vient de signer encore un énorme KO là au PFL à Lyon. C'est le meilleur. Qui monte. Une des personnes qui me motive tous les jours. Une des personnes, là pour le coup, je m'adresse directement à lui. Une des personnes qui me motive tous les jours. Une des personnes qui prend aussi réellement de son temps. Une des personnes chez qui j'ai énormément appris par contre. Il m'a énormément appris les MMA. Ouais. En grosse partie, il y a Tarek, mais je ne parle pas souvent assez de lui. Il y a lui aussi. En fait, lui et Tarek, je ne peux pas les mettre à la même échelle, mais c'est pas loin. Ouais. C'est vraiment pas loin. Et il y a vraiment un côté famille aussi, parce que alors, Patrick t'accompagne sur beaucoup de tes combats. Inversement, c'est vraiment pareil que Tarek, une relation hyper fusionnelle. Frère d'armes. Tu étais avec lui au PFL là? Évidemment, bien sûr. Frère d'armes. Frère d'armes, ça bouge pas. Bon, un mec que tu as peut-être un peu moins aimé à suivre. Pourquoi je l'aimerais pas? Camerounais. Ah oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Oui, mais pourquoi tu l'aimerais pas? Parce qu'il a quand même inscrit le but en demi-finale de la Coupe du Monde 2018 face à la Belgique. C'est le taf. Oui. C'est le métier, c'est le jeu. C'est le jeu. Les Belges n'avaient qu'à être meilleurs ce jour-là. Tu vois, on pensait que ça allait te piquer un peu. Non. Allez, c'est le jeu. Blague comme ça là. Que demande un footballeur belge à son coiffeur? C'est pas la Coupe du Monde. Voilà. Oh là là. Ouais, bon, celle-là, elle est pour moi. Hein. Prochaine personne. Oui. Monsieur Le Banner. Le bon vieux Le Banner. Arrêtez d'aller au Japon, vieux père, toi aussi. Faut laisser ça. Il est passé pour toi.
Tu as l'occasion un peu d'échanger avec lui, toi qui es dans son organisation au COF. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On échange toujours bien. De bons conseils, le vieux. Parce que lui aussi, c'est un mec très franc. Il a des bons restes et de très très bons conseils. La première fois que je l'ai vu, je me dis, ah ouais, il est géant, frère. C'est clair. Il est toujours là, il est toujours là. Je sais pas si ça vous le fait aussi, vous le connaissez quand même mieux que moi tous les deux, mais j'ai rarement vu une personne aussi charismatique. Tu sais, il a un truc, il dégage un truc. Quand tu le vois arriver quelque part, tu te dis... Il a une aura. Ok, tu vois. Il a une aura. Quand il débarque dans la salle, dans le coffre... Tu sais qu'il est là. Ouais. Tu sais qu'il est là. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien qui fait... Et souvent, il arrive juste en début de carte principale. Et tu sais, quand il arrive, parce que tu entends... les gens qui parlent. Et il marche seulement. Et ce qui est bien avec Jérôme, c'est qu'il a cette humilité de prendre le temps. Il salue toute la salle. À la fin d'un gala, il fait des dédicaces. Il prend des photos. Il est hyper disponible. Et comme tu disais, il est charismatique de par son passé, parce que tout le monde sait qui est Jérôme Le Banner, donc il y a ce respect du combattant, ce respect de l'ancien, et son aura naturelle. Par le physique aussi, parce que comme tu dis, c'est un monstre, hein, Jérôme. C'est 120 kilos, 1m95, je crois. Oui, il est toujours là, il est présent. Tu vois, il est là, Jérôme. Il y a un truc qui m'avait marqué, moi, c'était au Havre, au COF au Havre, donc chez lui en plus. Ouais. Où donc nous on diffusait aussi ce coffre-là, Sport en France, et RMC le diffusait également. C'est au casino. Et c'est ça. Et en fait, il n'y avait pas beaucoup d'ambiance. Et juste avant la diffusion, nous on avait déjà les images. Et Jérôme est monté dans la cage, a pris le micro et a commencé à pousser une gueulante en disant « Ouais, vous faites quoi là? Il y a RMC Sport en France qui commence sa diffusion. Vous allez me faire du bruit maintenant !» Mais vraiment, il y a eu un silence. Et après, tous les gens ont explosé, genre, ouais, pour écouter ce qu'il disait. C'était le coffre VIP et c'était des gens en fait, qui n'étaient pas clients du MMA. Ouais, je suis pas forcément fan de ça. Et c'était dans un casino feutré, il y avait c'était 350 personnes. Mais il l'a refait à 3. Hein. Oui, bah, je me doute bien. Il l'a refait à 3. Bien. Non, mais voilà, grand combattant et super gars, Jérôme Le Banner. Toujours le bienvenu ici, hein, c'était notre tout premier invité. Il m'a dit qu'il reviendrait là. Bah, voilà, magnifique. Prochaine personne. C'est qui? Bah, tu le connais bien. Je connais pas mon ref. Voilà, ok, bah, en fait, je t'explique. On a un petit truc avec Seb où à chaque fois, d'ailleurs, on va le refaire. Tout le temps. On met un inconnu, un mec que tu connais pas. On l'a fait avec Davy. Davy était très bon. Hein. Ouais, il a réussi à inventer un petit truc. Mais il a l'air chaud, il a l'air costaud. Là, pour le coup, il a l'air chaud, costaud, sûr de lui. Tu vois, franchement, force à toi, mon ref. Je sais pas t'es qui, mais. Bah, nous non plus. Voilà. Ouais, on sait pas qui c'est non plus. Allez, donc, prochaine personne, lui, il piège des inconnus pour le coup. François Damien. Une galère, lui. C'est une galère. François, j'aimerais pas avoir affaire à toi parce que moi, je suis un grand nerveux. Je suis un grand nerveux. J'aurais pas la patience avec toi. Je suis désolé, mon ref, tu vas t'en prendre une. Faudrait qu'il fasse. Je crois qu'il a jamais fait, tu sais, rentrer dans une salle de MMA non, ou de. Ça pourrait être très drôle, très drôle. Et dernière personne à te proposer dans ce face-off. Il est BG, lui. Mon gars, t'es la seule personne que j'ai pas envie d'affronter jusqu'à maintenant parce que tu peux arrêter ma carrière à tout moment. Donc, prenons le temps de bien nous connaître et on s'affrontera dans notre prime. Je te donne rendez-vous là-bas. Ça t'arrive justement d'avoir des moments où tu te retrouves un peu seul avec toi-même et tu te parles un peu à toi-même intérieurement, tu fais le point sur ton parcours, ce que tu as déjà vécu, tu te projettes Tout le temps. Ouais. Je pense que c'est la meilleure façon de rester sain d'esprit. Tout le temps. Si tu ne te remets pas en question, moi en tout cas je vois ça comme ça, si tu ne te remets pas en question, ben, tu ne sauras pas réellement à quel moment tu es dans le faux. Tu vas tout le temps penser que tu es dans le bon, alors que non, tout le temps. Mais seul, chaque tu instant. fais ça? Pardon? Ou est-ce que tu fais ça seul ou est-ce que tu es accompagné justement d'un point de vue mental? Je dirais, enfin, je suis accompagné, mais je ne sais pas si c'est un point de vue mental, mais je suis accompagné. Il y a Tarek. Ouais, ok. Non, mais ok, je parlais plus, tu sais, personne ou un psychologue, qualifié, psychologue, préparateur mental. Disons que j'ai pas encore trouvé la personne, ouais. Mais c'est en cours. J'aimerais bien, mais j'ai pas encore trouvé la personne. Tu sais, je prends le temps de connaître les gens que tu as en face de toi. J'ai pas juste envie d'avoir un suivi pour avoir un suivi. Non. Moi, le relationnel humain est important. J'ai besoin de savoir qui tu es, ce que tu fais à côté,
avant même de pouvoir m'ouvrir à toi ou que sais-je. C'est important, c'est important. C'est un déclic, hein. Un psychologue, c'est un déclic. Moi, avant de connaître ma psychologue, que maintenant je ne vois plus depuis, mais j'en ai écumé 5-6, tu vois. Et je suis rentré dans son cabinet. Et là, le déclic. Je sais pas pourquoi, ça a duré 20 ans. Hein. Voilà. Ouais, non, mais ça match. Il faut trouver, la bonne personne. Non, il faut trouver la bonne personne. Parler, avec qui tu te sens bien. Donc, écoute, on va suivre ça. Nous, en tout cas, on a trouvé des questions, déjà. Déjà ça. Hein. Il faut trouver une psychologue. On trouve des questions assez sympas. Tu commences, Seb, ou je commence? Comme tu veux. Bah, vas-y, allez, commence. Alors, je te donne la main. Tu peux décider de ta carrière. Petit A. Gagner la Coupe du Monde de football avec la Belgique en marquant le but de la victoire en finale. Petit B, remporter la ceinture de l'UFC et rester la ceinture de l'UFC. Attends. Et petit C, avoir ton restaurant et être triplement étoilé au Michelin. La ceinture de l'UFC. La restauration, c'est dur, c'est galère, les gars, vous vous rendez pas compte. C'est dur que les combats. Ok. Bon, tu peux encore décider de ta carrière. On te donne une autre opportunité. Petit A, remplacer Samuel Umtiti et marquer un but pour la France contre la Belgique. Petit B, gagner la ceinture du 100% fight contre Robert, un routier de 41 ans invaincu en 2 combats. Petit C, ouvrir un kebab à Charleroi et obtenir le kebab de bronze dans la Gazette wallonne. Pour le coup, je fais gagner la Belgique, je rate le dernier but. Ok, ouais, bon, celle-là, on l'avait pas trouvée. Petit 3, troisième question. Tu dois trouver un nouveau surnom. Petit A, le précoce. Dans la cage, ça ne dure jamais très longtemps. Petit B, le rasta gringalet. T'as des locks et t'es gaulé comme une perche à selfie. Petit C, le bobo belge. Parce qu'il n'y a pas que les Parisiens qui sont bobos. Bah, vu que je m'appelle Boris, le bobo belge. Voilà. Ou on l'a pas mis, mais petit D, le Daddy Chocolat. Je savais, je l'avais vu venir, je savais. Ok, tu passes, je comprends. Je savais. 4e question. Fini le cutting, tu peux manger ce que tu veux. Petit A, ndolé et écomba. Petit B, carbonate flamande et gaufres de Liège. Petit C, bœuf bourguignon et Paris-Brest. Franchement, pour le coup, tu vois, j'apprécie l'effort que tu as fait d'aller chercher le plat de chez moi. Ouais. Mais j'aime pas le ndolé. C'est vrai? J'aime pas. Ok, bah tu vois. Tout le monde dit que c'est le plat national. Tout le monde dit que c'est le plat national. Ouais. J'aime pas. Rappeler ce que c'est, tiens, pour les gens qui pour moi, c'est pas le plat national. Hein. Ouais. Non, pour mes Camerounais, ils savent, c'est le coq. Au coq. Okay. Ça, c'est le plat national. Ou le héros. Et combat, t'aimes pas les combats, le dessert avec ces galettes de maïs avec de l'arachide, je crois. C'est bon, ça. Mais ça pèse. Ah oui, mais là... Ah bah tu colles ma carrure avec. Ouais, le truc, c'est... Mais c'est bon. C'est bon de fou. Ouais. C'est sec. Ouais. Tu choisis quoi là-dedans, alors? Là, pour le coup, bœuf bourguignon. Hein. Ah, d'accord, bœuf bourguignon. Ouais, bœuf bourguignon, ouais. Quel est le plus drôle? Petit A, l'accent belge. Petit B, les blagues sur les Belges. Petit C, les interviews de combattants belges. J'avoue que quand tu regardes les interviews d'Alan Eder qui va combattre au KSW, là, il va aller chercher son 9-0. Restez branchés sur lui. J'avoue que c'est marrant. C'est marrant. Je crois que c'est les interviews des combattants belges. En tout cas, Alan Eder, il me fait trop rire. Alors voilà, les interviews des combattants belges. D'ailleurs, ça te dirait de refaire, toi, un gros combat en Belgique si tu en avais l'opportunité, là? J'en aurai l'opportunité probablement en 2025. Ok. Ça va se faire, on y travaille, ça va se faire. Un ou plusieurs gros combats en Belgique, les gars. Ça, c'est sûr. En tout cas, il y a un truc qui se prépare en tout cas en Belgique. Voilà. Il y a des belles choses, il y a vraiment des belles choses. L'influence. La saison 2025, on se frotte déjà les doigts. De Guillaume Pelletier, bien sûr. Non, en tout cas, Seb, toi, tu vas nous parler d'un gros combat qui a marqué vraiment l'histoire déjà. C'est tout de suite dans le Que du Love. Le Que du Love cette semaine, le week-end dernier, Bruno Suras a battu Jaime Munguia. Munguia, on prononce Munguia. Gros, alors c'est de la boxe anglaise, hein, pour ceux qui ne savent pas. C'était un peu un combat pour faire briller Jaime. Bruno Suras est arrivé par là, c'était à Tijuana, au Mexique, chez Munguia. Il le couche dans la 6e reprise. Ouais. Bruno va au tapis dans la 2e. Moi, j'ai vu le combat. Je me suis dit, ouais, il va se faire arrêter, ça y est, c'est fini. Il se relève, il est dominé, et dans le 6e, il nous met un bras arrière magnifique.
qui couche, enfin il se fait arrêter, Jaime Munguia. Il était numéro 2 WBC, Munguia. 45 combats, 45 combats, c'est dingue, une défaite. Il a affronté Canelo, c'était il y a je sais plus quand exactement. Il avait perdu au point. Et c'est vrai que c'était le grandissime favori. Personne misait 1 euro sur Bruno Suras. Il arrive, c'est, je pense, la plus grosse surprise de l'année. Bruno Suras. Maintenant, je crois qu'il est, enfin c'est pas je crois, il est passé dans le top 10. Qui ils vont lui mettre, je ne sais pas. Je sais que pour le moment, la Fédé veut Munguia contre Mbili. Alors j'espère que ça va se faire. Mais Suras, là, moi j'ai fait waouh. Donc ça, c'est mon que du love. J'ai même lu, je crois, un article sur Suras là qui dit que depuis ce combat, il a quasiment pas dormi. Il n'arrive pas en fait. Il est tellement pris par le. Enfin, tu vois, c'est incroyable ce qu'il a fait. Tu parles de l'exploit de l'année. Même si on reprend un peu dans l'histoire, je sais pas où tu peux le placer, mais là, la perf qu'il a réalisée, c'est quand même un truc de dingue. Ah non, mais elle est énorme, surtout avec la physionomie du combat. Ouais. Dans le deuxième round, ça y est, c'est cuit. Moi, j'étais prêt à changer de chaîne. Et tac, il se relève, il se fait encore un peu rouler dessus sur les rounds qui suivent. Et puis là, cette droite qui lui colle, elle est magnifique. Elle est incroyable. Après, j'espère qu'il va continuer. Bruno Suras, il est jeune. Hein. Ça a été le plus jeune professionnel de boxe française en France. Bruno Suras, fan de l'OM. Alors, c'est pas ce qui se fait de mieux, on est d'accord. Hein, mais au moins, il aura couché Munguia dans la 6e. Donc, ça valait le coup d'en parler. C'est mon que du love de la semaine. Et peut-être même que du love de l'année. Mais oui, on essaiera de le recevoir, Bruno Suras. Ouais. Il est à Marseille. Ça peut être un peu compliqué le déplacement. Mais non, voilà. Il va venir ici. Puis il a besoin qu'on en parle. Parce que c'est vrai que la boxe anglaise en France, hein, elle est un peu. C'est un peu en perte de vitesse et c'est dommage parce qu'il y a de très bons combattants. Billy qui va combattre, Suras qui. Donc il y a vraiment, voilà, il faut que ça redevienne ce noblard comme on l'a aimé, comme on l'a connu à l'époque des Chioso, où c'était incroyable, c'était incroyable. Tu suis un peu toi hors MMA, d'autres sports de combat, Maurice? Tu suis quoi? La boxe anglaise et le K1. Okay. J'aime beaucoup. Mais j'ai vu un extrait justement de ce combat-là. Ouais. C'est vrai que c'était impressionnant. C'est-à-dire, tu couches une personne qui a perdu au point face à Canelo. C'est une dinguerie, c'est une folie. Mais même le Sahami, ils ont fait un froid, ça a mis dans le public. Froid dans la salle. Bah, évidemment. Parce que tout le monde pense qu'il va se relever. Hein. Oui. Et en fait, il peut pas. L'arbitre l'arrête. Il peut pas. Il est terminé. Et magnifique. Donc Bruno Suras à suivre, j'espère maintenant, après avoir réalisé un exploit comme ça, voilà, va falloir qu'il trouve que du bon. C'est ça. Et puis peut-être sur les épaules, il pourra encore faire mieux. Puis maintenant qu'il est dans le top 10, donc il va affronter que des top 10 et c'est bien. J'aimerais bien que voilà, ça monte. Parce qu'il y a 3, donc Suras, il y a Billy et il y a, j'ai oublié le nom, c'est un autre Français qui est dans le top 10. Honte à moi d'avoir oublié son nom de famille. Mais en tout cas, ils sont 3. Et c'est quand même incroyable pour la boxe française. C'est sûr. Mais en tout cas, maintenant, la question que tout le monde se pose également derrière votre écran, c'est est-ce que moi, je vais être capable de faire flancher un invaincu dans la cage? On va avoir la réponse tout de suite dans la bagarre. C'est parti. Voilà, je fais tomber le micro. Hop, en bien. Est-ce qu'on m'entend toujours? Alors, Boris. Alors oui, petite séquence sympa, Boris. Tu vas aimer. Seb va me mettre le plastron et puis tu vas tout simplement me frapper. Voilà, c'est très simple. Il n'y a pas beaucoup de. Tu choisis. Je peux te donner un gant, Boris. Besoin de réfléchir. Ou un genou, ou un middle, ou ce que tu veux. Et je vous promets qu'en 2025, moi aussi, je frapperai un peu plus. J'essaierai de faire vaciller nos invités. Donc tu choisis. Hein. T'as un gant droit ou gant gauche, ou les deux, par l'enchaînement, genou, tu fais ce que tu veux. Ok. Les deux. Ok. Le petit. Ok. Point droit, point gauche, tu préfères? Les deux. Les deux. Oh, tu vas manger, lui. Oui, bah oui. Les deux. Avant les repas de Noël, c'est parfait. En plus, t'es pas trop en condition là, t'es pas échauffé, rien, ça va pas taper trop fort. Ouais, ça va pas taper trop fort. Moi, je tape pas fort. Bah non, j'ai pas vu. Hein. Coucher le dernier. Bien sûr, j'ai vu dans tes vidéos, c'est pas. Et c'est vrai que d'ailleurs, je me fais la réflexion en regardant les combats de Boris en préparant l'émission. Ça manque un peu de puissance. Tu vois, il est où le deuxième Juste ici. Ah bah merci à notre partenaire Cage, comme d'habitude, hein, qui nous fournit le matos. Toujours présent, du matériel de qualité, Cage.
Hop, on serre pas trop fort. Ouais, attends, il y a des... N'hésitez pas dans le chat, là, hein, donnez vos pronos, là. Vous voulez qu'il me fasse quoi, Boris? Seb prend sa place, soit cool, on me dit. Et c'est vrai que Seb, tu aurais pu, hein, parce que tu l'as quand même défié, toi. Hein. Ouais, c'est vrai, mais c'est mieux quand c'est toi. Merci Émilie, hein, qui me dit le pauvre, avec un smiley mort de rire. Ouais. Est-ce que... derrière. Hein. Oui, bah oui, quand même. Donc, allez. C'est freestyle. Montre-moi que tu as de la poudre dans les poings. Bah, tu choisis, il n'y a pas un timing. Ah, timing, toi, tu veux carrément faire un round Non, je sais pas. Tu dois faire quoi? Petit enchaînement. Voilà, attends. Bon, frappe, qu'est-ce que tu fais là? J'arrive pas à dire avec la gueule. Heureusement que il met des coups de pression. Non, arrête ça. Oh, non. J'ai encore un dernier, mais après c'est bon. Même Seb il bouge. C'est bon, c'est bon. Bon. On n'avait pas encore mis des coups de pression comme ça là. Ah. Qu'est-ce que j'aime cette séquence. Ouais, non mais j'avoue que t'as quand même de la foudre dans les poings. On va se le dire. Ouais, bravo. Tiens, juste, j'en profite que tu te fais enlever les gants là, Boris, avant de passer à la dernière séquence de l'émission. T'as mis énormément de KO depuis le début de ta carrière. Raconte-nous avec Seb ce qu'on ressent quand on met un KO. Tu vois, quand grâce à ses poings, ou ses pieds, ses jambes, peu importe, t'arrives à éteindre un gars. Qu'est-ce que tu ressens au moment même où tu vois que le gars s'allonge par terre et qu'il n'y a plus de connexion? Franchement, pour le coup, tu n'y crois pas. Ouais. Ça arrive, hop, tu dis, ah, ok, il est déjà tombé. Tu vois? Puis après, tu dis, ah, en fait, c'est mes mains ou c'est mon pied qui a fait ça. Moi, en tout cas, je me questionne, je me dis, ah, putain, il y a peut-être moyen que je sois bon. Il y a peut-être un truc. Moi, en tout cas, c'est ce que moi je me dis sur le moment. Je me dis, non, il fait semblant. Il y a peut-être moyen que je sois bon. Après les combats, on rentre à l'hôtel. Je suis tellement encore chaud, je suis bouillant, j'arrive pas à dormir. On devient addict ou pas à cette sensation? Tu sais, on a envie de la revivre à chaque combat quand on l'a vécu une fois? Ben oui, forcément. Forcément, je lui dis... En fait, quand ça n'arrive pas, tu lui dis, ah, c'est pas arrivé là. Ah ouais, pourquoi? Il y a plein de questions qui... Tu vois? Et tu t'es posé que 2 fois, parce que tu as fini toujours avant la limite, sauf 2 fois, je crois. Bah justement, mais... Pas trop. Non mais tu vois, par contre, c'est intéressant que tu dis ça, parce que toi, tu te poses ces questions-là, mais les gens, je voyais une personne dans le chat tout à l'heure, en début d'émission, qui nous disait, Boris, prochain combat, KO? Tu sais, ça crée une attente. Bah justement, Et, enfin, entre parenthèses, c'est problématique, parce que justement, les gens n'attendent que ça. C'est bien, tu mets des KO, genre t'es bon qu'à ça, c'est bien, mais pas seulement. Ouais, on fait du MMA, il y a d'autres paramètres aussi. C'est possible que ça n'arrive pas. Ça fait partie du jeu, c'est possible que ça n'arrive pas, c'est possible que tu gagnes à la décision, c'est possible que tu gagnes en soumission, tu vois, c'est possible que tu... Il y a tellement de paramètres à prendre en compte, les gens ils attendent que ça. Parce que pour eux, c'est leur loisir. C'est ça, en fait. Évidemment. C'est ce qu'ils viennent voir. C'est ça, voilà, exactement. Quelqu'un prendre un KO. Mais c'est dur, parce que du coup, les gens peuvent être déçus, même si tu viens gagner un combat, mais que tu mets pas un gros KO comme ils ont l'habitude de voir. Les gens qui ne s'y connaissent pas vont probablement être déçus. Bien sûr. Mais les puristes, ils vont se dire, ils vont kiffer. Ils vont dire, ok, t'étais dans la merde, t'as réussi à te sortir, comme le dernier combat, t'as réussi à sortir la tête de l'eau. Ouais. C'est lourd, ils vont surkiffer même. Les autres, ils vont juste regarder, ils vont se dire, au final, c'est pas ce qu'on pensait. Oui, parce que c'est vrai que quand un combat va à la décision, tu as l'impression que... Alors tu vois, tu as des combattants comme un Michael Lebou, qui est vraiment un pionnier aussi de la discipline, qui à chaque fois livre des grosses guerres et il finit quasiment tout à la décision. Ça n'en est pas moins un combattant incroyable. Bien sûr que non. Donc, mais tu vois, tu as Manu qui nous dit tu nous habitues à des KO, mais je préfère les finishes au 3e round. Tu vois, tout de même, quand tu kiffes, et bien sûr aussi, faut le dire aussi, il y a des combats, des fois c'est ennuyant. Si ça va au 3e round et que à partir de la fin du 2e, début 3e, il y a pas d'action, il n'y a pas de jeu. Là, j'avoue que c'est chiant. Ou bien, tu vas faire un takedown, mais tu vas rien tenter. Tu vas juste bloquer le jeu. Il n'y a pas de grand impound, il n'y a pas de tentative de soumission. Tu vas juste bloquer le jeu pour ne pas prendre de coups parce que tu es fatigué, tu veux te reposer.
Là, oui, j'avoue que c'est ennuyant, même pour la personne qui regarde, qui découvre le MMA, ça peut le dégoûter. Non, mais Manu, maintenant, donc du coup, elle a raison dans ce qu'elle dit, mais maintenant, elle va attendre Boris sur et du chaos et de la soumission. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui est beau. Ouais. Et surtout que Manu précise, surtout que tu payes ta place pour venir voir un combat qui se termine après 1 minute, elle dit. Oui, tu vois, c'est pas faux. Après, Manu, moi, je pense que ça me dérange pas trop. Bah, ça me dit 1 minute. Je peux pas te mentir. Mais tu sais, donc dans tous les galas que je fais, les gens préfèrent, admettons, il y a une carte de 8 combats. Ouais. T'as 8 KO au premier round, ça se finit à 21h30, les gens sont contents. Hein. Oui, évidemment. Par contre, t'as 8 combats qui vont à la décision, ça se finit à une pompe du mat, les gens sont dégoûtés. Donc tu vois, c'est... Voilà, exactement, mais ceux qui viennent vraiment pour regarder les combats dans chaque détail, dans chaque aspect, eux, ils vont kiffer. Oui, par voilà. exemple, parce que s'il y a 8 combats, s'il y a 8 combats et que les 8 combats, il y a eu de l'action, je suis désolé, il n'y a personne qui est dégoûté. C'est impressionnant. Non, génial. Tu vois, c'est génial. Mais si sur les 8 combats, t'en as 6 où les gars, ils se regardaient que dans les yeux comme s'ils étaient en date... T'as vu, c'est pourri. Tu vois, bien sûr, t'es dégoûté, t'as envie de te barrer parce que la carte, elle est pourrie. Du coup, les gars, ils ont pourri la carte, ils ont rien proposé derrière pendant 3 rounds. T'es là, tu me regardes dans les yeux. Je veux bien, mais on fait quoi avec ça? Smash ou pas? Voilà, tu vois. Voilà, exactement. Les gars, on va sortir du MMA, on va sortir des sports de combat là pour la dernière séquence de l'émission. Le main event, à toi de jouer, Seb. C'est là. T'as le mec qui a toute la virgule. Ah bah il le relance. Le main event. Je l'ai fait trop Petit défi pour l'invité. Tu nous as dit tout à l'heure que toi, ce que t'aimes aussi, c'est la cuisine. Bien sûr. Eh ben on va se lancer dans de la cuisine. Eh ouais, regarde, on a fait ça bien. Les petites assiettes. Je me disais bien, qu'est-ce que des couteaux foutaient bien sûr. On a tout. Donc, je vous explique la séquence. Tout simplement, on a acheté des ingrédients hier. Je vais vous montrer les ingrédients. Bon, on n'a pas pris des produits que tu peux trouver dans les meilleurs restaurants de France ou ailleurs, mais bon. Petite tomate cerise. Voilà, premièrement. Salade. Pain de mie. Tu veux que je fasse un sandwich? Attends. Ça, j'ai pensé à Seb. Hein, les tranches végétariennes, lentilles corail, parce que Seb ne mange pas de viande. Oui, mais je ne mange pas ça. Ah, il nous fait chier. Bon, allez, c'est bon. Concombre pour cuisiner. Et c'est bien de le préciser. J'avais fini, les gars. Je présente les ingrédients. Non, je pense qu'il dit on s'en bat les couilles parce que je lui dis que je mange pas ça non plus. Et une petite douceur à base de vinaigre balsamique de Modène. Voilà, donc avec tous ces ingrédients, je vais t'affronter dans un duel de cuisine. Maurice, on va devoir créer une petite recette. Donc ça peut être un sandwich, hein, je t'ai entendu le dire tout à l'heure. Ça peut être une petite salade composée. Peu importe, voilà. Je laisse libre cours à ton imagination. Est-ce qu'il y a un temps donné? Est-ce qu'il y a un temps donné? Oui, on va se dire 5 minutes. Ça vous va, les gars, en régie? Bon, 3 minutes. 3. C'est peut-être un peu... 3 minutes, c'est chaud, non? Ouais, 5 minutes, allez, 5 minutes. Attendez, je vous ouvre les... Vas-y, ouvre tout. Je peux te dire que hier, je me suis entraîné toute la soirée avec ces ingrédients. Non, je rigole. Tu vois, ça, la salade en sachet, je n'en mange pas non plus. Tiens, ça, c'est mon couteau de cuisine. Hein. Par contre, ça, je le garde. Regardez ça. Ça, t'en manges pas non plus de quoi? De la salade? Bah, de la salade, oui, mais pas en sachet. Ah ouais, toi, tu fais hyper gaffe. Hein. Ah oui. Vraiment, ouais. Tiens, attends. Ouais, on va ouvrir tout ça. Tac. Là, c'est ouvert, là, c'est ouvert. Oh non, c'est... Ah, ça donne pas envie, regardez. C'est rouge. Moi, je prends 2 tomates. Dégueulasse. Hop là. Allez. 3, c'est bon? 3 ou 5? Bah, 5, allez, les gars. Allez, 5. 3, ça va être attention. Ah oui, il commence déjà. Et donc, c'est moi qui départage. Ouais, vas-y. Ok. Oh merde, putain. Top, c'est parti. Attends, j'ai mis... Désolé le gaspillage, mais... Si je me coupe... Et il faut dresser l'assiette, hein. Ah oui, alors il y a le dressage. Ah, purée, j'aime bien ça. Attends. Comme dans Top Chef, quoi. Je peux faire des critiques et tout. Bien sûr. Ah, c'est pas bon. Le dressage et... Il y a le concombre. Ah oui, il y a l'économe hein, pour le concombre. Hein. Ouais. Oh merde, mon table. Désolé. Ça fait 30 secondes, messieurs, déjà, que... Première fois de la semaine que je cuisine. Hein. Chez toi, tu te fais tes petits plats ou tu prends... Tu peux avoir l'économe, s'il te plaît? Attends. Non, je...
Ah, Boris, toi, Ouais, je cuisine à la maison, je cuisine tout le temps, j'aime trop. J'aime trop, je me fais des bons petits plats. Alors pour ceux. Mais bon, j'ai pas l'habitude de cuisiner dans ces genres de conditions. Bon, là, c'est pas vraiment de la cuisine. Ah, si, si. Oh. C'est pas de la Je peux te dire que pour moi, c'est de la cuisine. Ah ouais? Ah bah attends. Bah, il cuisine pas. T'as un Insta. Food and Spirit. Food and Spirit. Ouais, pose Allez des voir questions, Quand j'avais le temps de cuisiner, pour l'instant, j'ai plus rien posté. Les mêmes a bouleversé ma vie. ce qu'il y a sur cette page, allez-y. Hein. Food and Spirit. C'est Boris qui faisait ses petits plats. Toi, Lucien, ta page Insta de bouffe, c'est quoi? Attends, je suis trop concentré, là, je peux plus parler. Ah merde. Alors attention les gars, je vous dis le temps. Combien? Là, on est à 1,40, ça va. On est à 1,40. Alors le dressage est important, tu l'as bien dit. Hein. Bah, je mise tout sur le dressage, moi, en fait. Là. Putain. Attends. Ah, une autre méthode pour... Attends, putain, j'ai plus d'inspi, voilà. Bon, ça, je vais le mettre... Ouais. C'est pas facile. Hein. Tu ne fais jamais à manger. Je fais à manger, mais alors c'est très... J'ouvre des boîtes et je mange. Ah oui, voilà. Ouais. Écoute, Non, mais c'est vrai, tu fais jamais même des pâtes quand même. Des pâtes. Si, des pâtes. Des pâtes. Moi, je mise tout sur le dressage de l'assiette. Ah ouais? Je veux pas dire, mais ça donne envie ce que je fais. Ah ouais? Et je trouve. Si tu le dis. En fait, je trouve que ce que fait Boris, il n'y a pas trop d'idées. C'est un peu trop classique. On voit ça un peu partout. Alors que moi, pour le coup... On voit la patte du chef parce qu'il a zéro stress. Ouais. Les gestes sont, tu vois, c'est tranquille. Alors que moi, je suis en train de Toi, je trembler. stressé. Et il te reste... Là, vous êtes à 2 minutes 50, les gars. 2 minutes 50, magnifique. Ça me permet de finaliser ma petite touche. Et après, Seb vote, et les gens du chat aussi, vous votez. Hein. Seb, tu nous fais des vidéos de cuisine quand? On te dit, parce que c'est vrai que tu dis que je cuisine pas, mais toi, quand est-ce que tu te lances vraiment, Seb, là, dans les petites vidéos? Moi, je fais énormément de cuisine à la maison, et c'est vrai, parce que je cuisine donc Ital, je sais que ce ne sont que des légumes. Archi bon Ital en plus. Voilà. Et je prends un peu de temps, mais j'aime ça aussi. Hein? Ah, ils ont fait 3 minutes. Ah ouais, bah attends, je finalise. Régie. Hop là, franchement, je tiens à vous dire que je suis plutôt assez fier de ce que... Merde. Ah bah non, bah là je suis plus fier. Faut faire comme ça. Attends, tout à... Ah oui, la sauce. Attends, moi aussi. Bon. À moi après la sauce pour terminer. Ah ouais, ok, c'est autre chose. Alors, donc je vais noter d'abord le visuel. Attends. Ah, parce que t'as pas fini. Oui. Bah là. Attends. Ah oui, t'as pas fini non plus. Ah oui, même ça, tu sais pas. Ah merde. Et voilà. Attends, on peut présenter quand même nos plats. Alors, Lucien, hein, explique-nous ton plat. Donc, assis. Alors, attends, parce que c'est un peu les... Donc, mon plat. Il va se casser la gueule, son plat. Voilà. Donc, ça symbolise une tour. Hein. On est à Paris, le symbole de Paris, c'est... La Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Donc, je me suis permis de faire une petite référence à ma ville adoptive, j'ai envie de dire Paris, avec cette petite tour au milieu de l'assiette. Et puis, la diversité. C'est ce que j'ai voulu représenter dans mon plat. Un peu de rouge, un peu d'orange, un peu de vert, parce que... Ouais, bon, bref, voilà. Voilà, j'ai bien dit que ça allait se casser la gueule. Il y a de l'idée, après, bon, ça reste à perfectionner, on va dire. Boris? Bah, là, à l'arrache, à la va-vite, je vous ai proposé une balade de pain posée sur sa belle galette de lentilles, accompagnée de ses tomates multicolores de la saison. Alors déjà, tu as vu la différence de niveau de présentation. Oui, mais moi, il y a une histoire derrière moi. Il y a, tu vois, ça... Et moi, la balade, c'est une histoire aussi. C'est vrai. Bah voilà, là tu vois la pâte d'un cuisinier, là d'un mec qui ouvre des boîtes. Ouais, bah écoutez, vous pourrez faire un petit plan sur mon assiette quand même, parce que je trouve pas ça si moche que ça. Hein, non, bon. Bon, on finira là-dessus. En tout cas, voilà, victoire écrasante de Boris. Ouais, là. Hein. Je vais prendre des cours. Tu donnes des cours de cuisine? C'est quelque chose que j'aimerais bien. Ah, donner des masterclass en cuisine. Vous remarquerez pas en MMA,
et en cuisine. Non, j'aimerais bien, ouais, ce serait un bon délire. Eh ben, mais allez sur la page Food and Spirit, vraiment, c'est bluffant. Hein, parce que tu te dis, bah ouais, le mec il combat dans une cage, mais il y a la minutie d'un plat. Et ouais, moi j'aime bien ce grand écart. Ça me détend énormément. Je cuisine à n'importe quelle heure. Ouais. J'aime trop. Après un entraînement, quand il s'agit de cuisiner, je me sens pas fatigué en fait. Même à 16h, tu vois. Moment... À 16h, on se lance dans la cuisine. Moi, je t'avoue que ça me stresse au plus haut point. Là, je termine l'émission extrêmement stressé. Donc voilà, on va terminer là-dessus. En tout cas, on va terminer là-dessus même cette année 2024 d'émission. On aura un petit best-of à vous proposer quand même, juste après Noël. Oui, le 26. Hein, voilà, exactement, le 26. Donc on se retrouve le 26 pour le best-of, le grand best-of de MMA Chill and Fight depuis le début. Vous allez vous régaler. Merci beaucoup, Boris. Franchement, c'était génial. Merci pour l'invitation. Merci, Boris. Merci, on se voit le 24, nous. Hein. C'est sûr. 4 janvier. C'est sûr. C'est sûr, ça va péter. Eh oui. Exactement, et puis merci à tout le monde dans le chat, hein. Vraiment vous avez été très nombreux sur cette émission, donc merci à vous, continuez à donner de la force sur Twitch, sur YouTube, à regarder aussi Sport en France, hein, et voilà, continuez à nous soutenir dans notre beau projet qui est MMA Chill and Fight. Merci à toutes et à tous, on se retrouve le 26 janvier pour le grand best-of, et puis en 2025 avec plein d'invités, toujours aussi... On peut annoncer oui, tu veux priorité, ouais. Claire Lopez. Voilà, le jeudi 9 janvier 2025. Exactement. Claire nous fera l'honneur d'être là. Claire Lopez, ancienne pensionnaire du Combatté Global et qui va, je pense, je sais pas, recombattre au Rising, je sais pas. Voilà. C'est elle qui nous le dira, on verra bien. Exactement, donc rendez-vous en 2025. Merci à toutes et à tous, merci à toute l'équipe en régie. Et puis moi je vous souhaite un joyeux Noël. Passez de bonnes fêtes et ayez plein de cadeaux. Merci tout le monde, salut, bye bye.